Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle rencontre des journées numériques organisées par l'Institut de la gestion publique et du développement économique en partenariat avec le ministère chargé de la transition écologique. Donc ce rendez-vous se déroule, je viens de le dire, dans le cadre des journées numériques et le thème, l'intelligence artificielle, un mal ou un remède pour l'environnement. On va en parler avec nos experts parce que vous savez, l'IA c'est un peu magique, depuis 2 ans, on voit plein de choses. Alors après, il y a quelques désillusions parfois en entreprise, mais voilà, globalement, on sent quand même qu'il y a un vrai élan à donner dans l'entreprise, même dans sa vie personnelle. Mais voilà, cette IA et cette question commence à remonter de plus en plus. Ça consomme aussi, ça marque une empreinte environnementale, ça consomme de l'énergie, ça consomme de l'eau, ça consomme des matières premières. Et c'est justement là-dessus qu'on va s'y intéresser. Tiens, je regardais les data centers, on en parle, les centres de données, on en parle beaucoup. C'est 1% de la consommation électrique mondiale, juste pour la partie sur l'IA. Mais alors, 1%, on se dit, c'est pas beaucoup, mais imaginez, l'État de Virginie, en 2023, ils ont fait un calcul. Eux, c'était 25% de leur consommation. Donc vous imaginez, voilà, il faut vraiment tous s'y intéresser, surtout à l'heure où, en France, on voit arriver beaucoup de projets de construction de data centers. Donc on va parler de tous ces sujets. On va peut-être vous faire découvrir aussi ce qu'est une intelligence artificielle frugale. Et puis on va aussi parler, parce que l'intelligence artificielle, ça doit aussi servir à la transition écologique. Eh bien oui, on a des outils aujourd'hui d'intelligence artificielle pour participer justement à rendre plus vert notre économie. Alors pour en parler, je ne vais pas être tout seul. Je vais avoir nos experts avec nous. Juliette Fropier, bonjour. Juliette, merci d'être avec nous, chef de projet intelligence artificielle à l'Ecolab du Commissariat général du développement durable au ministère de la Transition écologique. À vos côtés, Guillaume Avrin. Bonjour Guillaume. Bonjour, bienvenue, coordinateur national pour l'intelligence artificielle de la Direction générale des entreprises au ministère économique et financier. Et puis avec nous également Fabienne Tato. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous, conseillère du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE, co-rapporteur de l'avis, et on va en parler, impact de l'intelligence artificielle, risques et opportunités pour l'environnement. C'était en septembre 2024. Alors certes, on va très vite, mais au moins en termes environnement, on sait quand même ce qu'il faut faire. Et puis à distance, on le salue, William Eldin. Bonjour William. Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Voilà, merci d'être avec nous, cofondateur, co-dirigeant de la société 22. Donc on est dans la vision par ordinateur avec une intelligence artificielle, d'où ta présence avec nous. Alors surtout, autre chose, parce que là on va parler entre nous, il est possible d'intervenir en cours de conférence. Alors on verra si on peut prendre vos questions de façon interactive pendant la discussion, c'est pas mal. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas la fin 11h pour poser vos questions, posez-les au fil de l'eau et puis on verra, est-ce qu'on les prend, certaines on les prendra peut-être au fil de l'eau et puis d'autres on se gardera d'y répondre à la fin de notre tour de table. Voilà, donc on démarre et on va démarrer avec vous Fabienne pour planter le décor. Donc je parlais de cet avis du CESE, impact de l'intelligence artificielle, risques et opportunités pour l'environnement. Juste nous rappeler en 2 mots le CESE, nous rappeler aussi la démarche, comment vous avez fait pour calculer, parce que c'est voilà, il faut des outils pour mesurer tout ça. Et puis on reviendra un peu plus tard sur les préconisations, parce que bien entendu, il ne s'agit pas de faire juste un constat, il s'agit aussi de montrer ce que l'on peut faire, comment on peut agir à notre niveau, au niveau des entreprises. Ok, écoutez, le CESE, donc d'abord pour resituer le CESE en France, c'est la 3e chambre institutionnelle et cette institution qui est inscrite dans la Constitution a vocation en fait à représenter la voix de la société civile, pour le dire très simplement. Aujourd'hui, elle est composée de 175 membres qui sont répartis en 19 groupes. Et dans ces 19 groupes, on représente les sociétés, les ONG, les associations, les syndicats de salariés et les employeurs. Sur l'IA, donc le travail de notre commission, en fait, il a été amorcé par des premiers travaux du CESE qui ont commencé, qui ont eu lieu en novembre 2023, où le CESE a organisé un colloque sur l'IA, risques et opportunités déjà. Et donc en fait, on voulait débattre de ces enjeux. Et ensuite, il a été souhaité que chacune des commissions qui composent le CESE, donc il y a en tout 7 commissions thématiques ou délégations. Donc chaque commission ou délégation était appelée à s'emparer, selon ses modalités choisies, du sujet. Donc la commission environnement dont je fais partie a été la première commission en fait à traiter le sujet sous la forme d'un avis. Donc un avis en fait c'est construit à partir tout d'abord d'une note de saisine qui est discutée au sein de la commission puis qui est validée par le bureau du CESE, qui va donner les lignes directrices du travail qui va être fait.
Et pourquoi on l'a fait aussi à ce moment-là? On a eu l'avènement de ChatGPT qui a inscrit en fait l'IA dans l'usage grand public et qui a été un bouleversement à tout niveau. Donc c'est pour ça, avec les commissions thématiques du CESE, on embrasse un peu tous les champs de la vie de la société. On a fait une étude, BFM-Business a fait une étude avec Kantar, on a interviewé les Français. Dans les marques, parce qu'on faisait un anniversaire des 25 ans de la tech, et dans les marques phares, il y avait Apple en 1, Samsung en 2, et déjà, ChatGPT était en 5. Ouais, ça a été très rapide. C'est vraiment un bouleversement, une révolution. Et puis, dans le grand public, en fait, on a l'image de l'IA, les nuages, le cloud et tout. Et on ne se rend pas toujours vraiment compte de la matérialité de l'IA et de son impact environnemental. Donc il nous semblait important d'éclairer la réflexion du public et des pouvoirs publics sur ce sujet. Donc on a débuté nos travaux en 2023, fin 2023, par une série d'auditions. Donc très rapidement, pour cadrer la manière dont on travaille dans la commission, on définit donc notre note de saisine. Ensuite, on va déterminer la durée pendant laquelle on va être à même de mener nos travaux et on va inscrire dans ces temps-là les auditions qu'on choisit en fait par le biais d'une discussion entre conseillers. Donc on a nos connaissances, on n'est pas des spécialistes, c'est ça qui est peut-être le marqueur. Et nous, avec cet avis, on a vraiment défriché le sujet du point de vue de la société civile. Donc on a procédé à peu près une quinzaine d'auditions de tout ordre. On a auditionné des institutions, le pouvoir public, des entrepreneurs. Qui eux vous ont donné des chiffres justement, en disant voilà, un data center, ça consomme tant. Alors ils ont effectivement amené des chiffres qu'on a pu du coup retranscrire dans notre avis. Alors il y a une obsolescence aussi des données qui va très vite, faut le savoir. Oui. Tout évolue très très vite en termes d'impact et de données. Par exemple, quand on cite l'impact environnemental ou énergétique de l'IA, les chiffres d'aujourd'hui qui vont tourner autour de 2%, ils sont prévus à 4% en quelques années. Enfin voilà, tout va très très vite. Et moi, chaque fois que je fais une interview ou une rencontre de ce type-là, je suis obligée de réactualiser mes chiffres parce que ça va vraiment très très vite. En plus, il faut savoir que les industriels travaillent aussi quand même à réduire cet impact. Donc d'une année, ça descend. J'aimerais le croire vraiment, mais dans les faits, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, trouver des données fiables et compréhensibles, c'est pas évident parce qu'il y a une multitude de références. On va vous parler avec des chiffres et avec des unités différentes. Donc, pour le grand public, il y a une vraie difficulté de compréhension en fait finalement de la réalité de l'impact. Donc, c'est important aussi de trouver des équivalences. Voilà, on fait par exemple des analogies entre la consommation d'eau et le nombre de piscines olympiques que ça représente pour que le grand public comprenne réellement l'impact que ça représente. Par exemple, sur un data center hyperscale, donc les plus gros data centers, on explique que ça représente des dizaines de stades de foot, enfin une cinquantaine. Donc voilà, on peut comprendre l'énormité de ce que c'est. Donc voilà, on a en termes d'audition auditionné aussi des secteurs spécifiques comme celui des représentants dans le bâtiment, dans l'énergie, dans les transports, pour essayer en fait d'avoir un panel un petit peu diversifié. Qui n'était certes pas complet, mais assez diversifié, à la fois des usages de l'IA aujourd'hui qui vont dans le sens d'opportunités pour réduire l'impact environnemental de notre activité, mais aussi des associations, des chercheurs qui vont avoir un regard plus critique et documenté sur l'impact environnemental de l'IA. Voilà, donc ensuite, pour finir sur la manière dont on travaille, on passe ensuite, après les auditions, une phase de rédaction et on procède à des amendements. Donc chaque groupe qui compose la société civile va pouvoir vraiment travailler sur l'écriture et le contenu de l'avis. Et donc ce qu'il faut noter, c'est que cet avis qui vraiment défriche le sujet, qui n'est pas très volumineux, qui contient pas énormément de préconisations comparé à la moyenne, 9. On y reviendra. C'est plutôt resserré. Le dire bien aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils peuvent aller sur le site du CESE et on a accès à la fois à une synthèse et à la fois à une fiche d'explication. Si vous prenez le titre, voilà les impacts sur l'environnement. Et donc, cet avis est passé en assemblée plénière au vote de l'ensemble des conseillers et il a été voté à l'unanimité, ce qui est très rare. Voilà. Donc voilà la manière. Alors, on viendra sur les préconisations parce que justement il y a des préconisations autour des data centers, des préconisations sur l'IA frugale, donc ça nous permettra de revenir dessus tout au long de cette discussion. Mais juste un mot, les quelques grandes lignes déjà que vous retirez de tous ces entretiens que vous avez eus. Alors les grandes lignes, c'est qu'en fait on a trouvé effectivement des exemples où l'IA est utilisée à des fins de réduire l'impact environnemental.
de notre activité. Mais dans les faits, ce qu'on a pu remarquer tout de même, parce que juste je précise, en fait, ce n'est pas les seuls travaux qu'on a menés au CESE, on a un avis plus général sur l'IA au service de l'intérêt général. Et la question de la finalité de l'IA est apparue comme étant majoritairement pas pour travailler et nous aider à réduire notre impact environnemental. La plupart du temps, l'IA a une finalité mercantile, en fait. Et donc ça, on le prend en considération dans l'avis. Ce qu'il ressort donc de l'avis, c'est qu'on est quand même face à une véritable problématique sur la consommation des matériaux des terres rares, par exemple, sur la demande en énergie, avec le questionnement sur nos capacités à répondre à cette demande en énergie. Et puis, il y a des conflits d'usage qui apparaissent, notamment autour, par exemple, de l'eau. Oui. Il y a des enjeux démocratiques autour de l'aménagement, enfin de l'utilisation du foncier. Donc là, on voit qu'on ne va pas dans le sens des préconisations du CESE. Et puis surtout, ce qui est complètement occulté, c'est l'effet rebond de l'IA. Juste pour dire un mot, parce qu'on en reparlera après. L'effet rebond, c'est-à-dire Non, pas avant où ça ne va pas dans le sens des préconisations. L'actualité, c'est qu'on veut construire on a un projet de la loi de simplification vient d'assouplir, en fait, la réglementation concernant le zéro artificialisation net. Donc nous, on faisait plutôt des préconisations allant dans le sens de s'appuyer sur cette réglementation. Or, elle vient d'être assouplie et je vais le dire de manière un peu imagée, mais on assiste aujourd'hui à l'installation un peu à la sauvage des projets de data center avec vraiment un impact sur le foncier très important. Au préjudice peut-être d'autres projets, plus pourvoyeurs d'emplois, moins consommateurs d'énergie. Donc il y a un vrai sujet démocratique autour de ça. Et pour terminer, donc, ces fameux effets rebonds, personne n'en parle. Or, l'IA est un accélérateur de consommation, un accélérateur d'obsolescence des terminaux. Et en fait, on se masque les yeux sur ce sujet-là et personne ne veut vraiment aborder ce sujet-là. Alors justement, ce sujet, Guillaume Avrin, dans le cadre de la stratégie nationale IA, ces sujets-là sont évidemment discutés. Bon, il y a tout ce qu'on peut imaginer autour de l'IA. Là, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur tout ce qui concerne l'impact environnemental. IA frugale, on va en parler. Et puis des opportunités. Et puis l'IA pour la transition écologique. Enfin, voilà. Première réaction là, par rapport à cet avis. Merci beaucoup pour cette question. Effectivement, dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA, on a identifié un certain nombre de priorités stratégiques qui ont été suivies dans le cadre de ce qu'on appelle la phase 2 de cette stratégie nationale, qui était dotée d'un budget d'1 milliard d'euros. Et finalement, ces 4 axes stratégiques, c'était l'IA frugale, l'IA de confiance, l'IA embarquée et l'IA générative. Et le constat, en fait, l'idée de cette stratégie, c'était de se dire il faut absolument, si on veut pouvoir bénéficier de ces technologies d'intelligence artificielle, il faut être capable d'activer l'ensemble des leviers qui permettent d'en favoriser l'adoption dans les entreprises, dans notre société. Et donc l'IA frugale a été identifiée comme une condition sine qua non de cette intégration large dans nos entreprises, dans notre société. L'IA frugale, pour donner une définition, c'est une IA qui va consommer... alors je dirais que elle est frugale, c'est souvent du relatif, c'est-à-dire par rapport à d'autres types d'IA, consommer moins d'énergie en entraînement et en inference. On va demander aux développeurs d'essayer de faire attention à, quand ils développent leur code, de faire attention à ce sujet. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai dit moins d'énergie, mais en fait, il faut prendre aussi la consommation en eau, il faut prendre aussi la consommation en terres rares. Donc, t'en parleras, j'imagine, tout à l'heure, Juliette, une AFNOR Spec, justement, qui permet de bien préciser l'ensemble de ces sujets. Mais donc, l'idée, c'est en entraînement et en inférence. Donc, en entraînement, c'est au moment où on développe le modèle d'IA. En inférence, c'est au moment où le système d'IA fonctionne, qu'il est déployé et qu'on l'utilise. Par exemple, quand on prompte un système de dialogue sur Internet, j'essaye de ne pas donner de nom, système de dialogue, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais on va dire Mistral. Et donc voilà, en fait, on va traiter le sujet de la frugalité sur l'ensemble de la chaîne de valeur du sujet et donc des niveaux de maturité. Très amont, on va par exemple via ce qu'on appelle le PEPR IA, qui est le programme de recherche amont de la stratégie nationale. Il y a un certain nombre, donc c'est une initiative qui est financée à hauteur de 73 millions d'euros. Et sur ces 73 millions d'euros, on a une partie qui est dédiée au développement de nouvelles architectures de modèles et de nouvelles infrastructures de hardware pour l'IA qui sont plus frugales, de manière à justement préparer
les utilisations de demain de l'IA. Donc là, on est sur la recherche très amont. Ensuite, quand on monte un petit peu en TRL, donc en niveau de maturité de la technologie, on a un appel à projet IA embarqué qui permet de développer ces composants qui sont optimisés pour l'entraînement et pour l'inférence de systèmes d'IA, pour justement minimiser cette consommation en énergie. Ensuite, on continue à progresser dans les niveaux de maturité. On a un dispositif DIAT, qui veut dire démonstrateur d'IA frugal pour la transition écologique des territoires, pour lequel on a financé 12 collectivités, enfin 12 projets portés par des collectivités territoriales qui justement utilisent l'IA, des IA frugales, pour la transition écologique de leur territoire. Ça peut être l'optimisation de la consommation énergétique de bâtiments publics, la consommation d'eau par exemple. Enfin, il y a plein d'applications portées par ces collectivités. La maîtrise de l'évolution de l'activité, enfin de l'impact de l'activité anthropique sur la biodiversité. Enfin, voilà, tous les sujets de la transition écologique sont abordés par ce dispositif. Et donc là, on est vraiment on fait le lien entre une offre d'IA frugale et la demande en IA frugale, pour essayer vraiment de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc là, c'est ce qu'on fait vraiment en termes de financement dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA. Et ensuite, il y a tous les sujets plutôt Donc c'est clairement pris en compte. Voilà, c'est pris en compte. Parfois, on se pose un peu la question, parce que c'est vrai qu'on est un peu dans ce côté des investissements, alors qu'on parle surtout des investissements américains, mais voilà, pour aller plus vite, des IA qui vont plus vite, il faut bien comprendre que oui, dans la stratégie nationale, c'est bien un chapitre qui est bien consacré à ça. Et je dirais que ça ne fait même pas de débat, parce qu'en fait, les enjeux de maîtrise de l'impact environnemental de ces technologies d'IA, en fait, rejoignent les autres enjeux de la stratégie nationale pour l'IA, qui sont notamment l'impact économique de ces systèmes d'IA. Si on parvient à développer des systèmes d'IA français qui consomment moins d'énergie en entraînement et en inférence pour un niveau de performance donné, c'est des IA qui sont plus compétitives, qui s'exportent davantage, qui coûtent moins cher pour nos entreprises qui les déploient. Donc en fait, les enjeux économiques rejoignent les enjeux de transition écologique. Donc il n'y a pas de sujet, c'est bien sûr un axe extrêmement important de la stratégie nationale pour l'IA. Mais comme je le disais, donc il y a le sujet du financement, mais il y a tout le reste, et notamment nos relations avec nos pays partenaires, la gouvernance internationale de l'IA. Et là, bien sûr, c'est plus compliqué. On ne peut pas juste financer des projets et essayer de faire sortir des nouveaux types de systèmes d'IA. On est obligé de négocier. Et donc, dans le cadre de l'Action Summit qui a été organisé en février 2025, il y a notamment une coalition qui a été, et je pense que Juliette, si tu voudras bien en dire quelques mots, il y a une coalition qui a été portée dans le cadre de ce sommet pour l'IA, avec plus de 60 pays impliqués, plus de 70 acteurs publics et privés qui se sont engagés vis-à-vis de cette IA durable. Et là, on est vraiment sur, petit à petit, de l'influence finalement de la France vers l'international pour essayer d'assurer qu'on a bien, on sait que l'IA a des bénéfices à apporter à l'ensemble de nos sociétés. Maintenant, il faut qu'on en maîtrise aussi les conséquences du déploiement. Alors Juliette Fropier, vous êtes intéressée particulièrement à tout cela. Les tendances majeures que vous observez, alors que ce soit en France, on voit qu'on est assez moteur, mais est-ce que l'international suit? Et puis nous dire peut-être un mot, on est à quelques jours du Vivatech. Alors Vivatech, pour ceux qui, je pense que vous allez en entendre beaucoup parler dans les jours à venir, parce que c'est notre grand rendez-vous technologique, ce sera à partir de 11, 12, 13, et il y a une journée grand public le samedi 14. Donc là, vous avez des grandes entreprises, des startups, des administrations, voilà, qui viennent exposer un peu toutes les innovations. Et puis si vous passez à Paris, il faut vraiment y aller pour voir un peu le dynamisme quand même français autour de tout ça. Mais déjà, la tendance France, internationale, Juliette? Alors oui, clairement, la tendance, je pense qu'elle est quand même beaucoup emmenée par la France autour des liens entre IA et transition écologique. En fait, quand on a organisé le sommet pour l'action sur l'IA en France, c'était la première fois qu'on parlait au niveau international, à un niveau de chef d'État, des liens entre IA et transition écologique. Il y avait eu 2 sommets auparavant, un qui avait eu lieu au Royaume-Uni et un qui avait eu lieu en Corée du Sud, qui s'était surtout intéressé au sujet de sécurité, au sujet d'éthique de l'IA, qui sont des sujets très importants. Mais pour nous, il était important de commencer à avoir une discussion internationale sur les sujets IA et environnement. Et en France,
aussi emmené par la stratégie nationale IA, mais je pense aussi par un certain nombre d'opportunités, par une demande des acteurs publics, que ce soit au niveau national ou au niveau local, par un certain nombre de collectivités qui voient des intérêts de l'IA, des opportunités de l'IA, que ce soit pour optimiser leurs process, optimiser les ressources qu'ils utilisent, ou alors accompagner la décision publique pour prédire ce qui se passe sur le territoire. On voit un ensemble du coup de projets IA, avec du coup une demande qui augmente et une offre qui augmente, avec de nombreuses du coup startups qui se positionnent sur le sujet, mais aussi des grandes entreprises qui ont une thématique très précise dans le domaine de la transition écologique, que ce soit la gestion des déchets ou la gestion des réseaux électriques, qui commencent aussi à regarder les potentiels de l'IA. Aujourd'hui, on a, ça explose. Beaucoup de nouvelles entreprises, beaucoup de cas d'usage. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille pas mal aussi au sein de la stratégie nationale IA, c'est un peu donner à voir, rendre visible et faire en sorte qu'on puisse aller trouver ces solutions qui correspondent au cas d'usage. Par exemple, pour un acteur public, pour une collectivité qui a envie de trouver une solution d'IA qui va l'aider, par exemple, à mieux trouver les fuites d'eau sur un réseau d'eau, quelles entreprises existent. Et donc, par exemple, c'est pour ça qu'en avril dernier, le Hub France IA, qui est une association, une fédération des entreprises de l'IA, a développé une cartographie des startups et fournisseurs d'IA, dans laquelle on a introduit un volet transition écologique qui recense une soixantaine d'entreprises qui vont vraiment mettre l'IA au service de l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique. On voit des secteurs tels l'IA pour la mesure d'impact environnemental d'une entreprise, l'IA pour l'énergie, qui augmentent avec de nouvelles startups, j'ai envie de dire presque chaque mois, qui se développent. Et d'ailleurs, je dis un mot sur Vivatech, mais même dans Vivatech, pour y être, il faut répondre à un certain nombre. On doit s'engager, moins consommer, mais ce critère est important aussi dans la présence d'une entreprise ou d'une administration à Vivatech. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, les financeurs ils vont toujours aller regarder cette question d'impact environnemental, de prise en compte des enjeux environnementaux. Et à Vivatech, certes, l'IA est dans toutes les bouches et va être un très grand sujet de Vivatech, mais la climate tech va aussi être un grand sujet de Vivatech. Et les entreprises sont énormément interrogées, bien sûr, aujourd'hui sur leur impact environnemental, leur suivi de leur consommation énergétique, etc. Guillaume ? Juste sur ce sujet des critères, j'en profite pour profiter que, y compris dans la stratégie nationale pour l'IA, et d'ailleurs c'est vrai pour l'ensemble du dispositif France 2030, le dispositif France 2030 c'est un dispositif doté de 54 milliards d'euros qui soutient l'innovation en France dans un certain nombre de domaines identifiés comme stratégiques, en particulier l'intelligence artificielle. Et en fait, sur l'ensemble de France 2030, il est interdit de financer des projets qui ont un impact environnemental négatif. Donc ça, c'est une règle de base qui s'applique à toutes les stratégies d'accélération. Et par ailleurs, les projets sont évalués via une grille de critères qui est portée justement par le ministère de la Transition écologique. Tous les projets sont évalués sur la base de ces critères environnementaux, ce qui va permettre de privilégier les meilleurs projets selon cet axe-là. C'est systématique, c'est sur tous nos dispositifs, y compris sur les dispositifs qui ne portent pas directement sur le développement d'une IA frugale. Alors allez-y sur le chat interactif, parce que justement le but c'est de partager avec vous, et il y a déjà des questions qui arrivent, et je vais en profiter William pour me tourner vers toi sur cette question. Une question qui est: le critère de la performance des différentes IA en concurrence est tout de même le critère essentiel. Qui voudrait d'une IA frugale mais moins performante que ses concurrentes? Alors quelle est la réponse, William? William, je rappelle, cofondateur de 22, qui est un spécialiste de l'IA dans la vision par ordinateur, qui a les mains dans le cambouis de l'IA. C'est ça, et elles sont encore tachées, regardez. Non, je rigole. Donc bonjour à tous et merci. Personne voudrait d'une IA qui est pas performante, mais qui est très frugale et qui consomme peu. Et pour reprendre un peu le sujet aussi à la base, c'est les IA, parce que ça devient tellement différent, disparate et compliqué avec des indicateurs différents. Il y a des IA vocales, il y a des IA textuelles, il y a des IA de vision. La vision étant beaucoup plus, on va dire, mathématiquement large, parce que la donnée est plus grosse, mais en même temps, il y a tous ces réseaux de neurones qui apprennent le monde entier et qui, justement, sont en train, en ce moment, de consommer beaucoup. Ce qui m'amène à la question d'après, c'est il y a plusieurs IA, donc ça c'est compliqué, il faut de la compétence pour les comprendre et les connaître.
2, il y a une vraie différence entre entraînement, Guillaume le disait tout à l'heure, et inférence. Donc c'est vraiment clé. L'entraînement, on est dans une étape où on essaye d'apprendre un maximum pour pouvoir ensuite, dans l'inférence, spécialiser un maximum. Et ensuite, il y a aussi comment on mesure. Moi, les mains dans le cambouis, j'ai une facture d'électricité de toute ma tour à la Défense qui est répartie au millième. Je ne sais pas ce que mes serveurs consomment. Dans mes déploiements, prenons un exemple, Decathlon qui me déploie en ce moment sur 1700 magasins. Je ne sais pas quel type de matériel ils veulent acheter. Parlons même du ministère de l'Intérieur, où je déploie en ce moment un logiciel d'enquête vidéo dans tous les centres de recherche de la police et de la gendarmerie. Je ne sais pas quels sont les serveurs qui sont utilisés derrière en inférence. Donc, pour l'instant, les mains dans le cambouis, nous, on s'occupe d'essayer de faire des IA très performantes en essayant un maximum de regarder ce qu'on consomme en termes de watts. Mais je vous avoue que c'est pas la première de nos occupations. On doit absolument livrer à notre client de la performance. Sinon, il nous achète pas. Juliette, une réponse? Oui, je vais peut-être un peu être en désaccord, mais je pense qu'il peut y avoir des cas d'usage sur lesquels on veut optimiser le rapport performance versus consommation énergétique. Et on a parlé d'IA embarqué, et je pense que c'est l'exemple le plus évident. Dans le cadre aussi du sommet pour l'action sur l'IA, on a mené une sorte de grand challenge avec Hugging Face et Data for Good. Notamment, on avait un cas d'usage, on veut déployer des capteurs dans la forêt amazonienne pour aller écouter la forêt et savoir s'il y a de la déforestation qui est en cours. On veut un capteur où du coup l'IA est capable d'enregistrer le son et d'analyser le son et de dire oui ou non il y a de la déforestation. Il faut qu'on puisse avoir une IA tellement frugale, on va dire, que ça puisse être embarqué sur ces capteurs et analyser ces sons directement. Et donc finalement là, on va essayer de trouver le meilleur ratio performance versus consommation énergétique parce qu'on est face à une contrainte du terrain qui va nous amener à ça. Et je pense que aussi pour des contraintes de coût, parfois, on va accepter que dans certains cas, la performance soit un peu plus faible pour pouvoir soit déployer, soit pouvoir se permettre du coup d'avoir un système d'IA. Fabienne? Alors moi j'entends qu'il y a une stratégie, des objectifs qui sont fixés effectivement en termes de frugalité, mais je rejoins complètement ce qu'a dit William, c'est qu'en fait quand vous êtes un entrepreneur, ça n'est pas votre première boussole, et c'est celle de la performance. Et encore une fois, on peut réinterroger, il faut prendre en considération que il y a ce que la France entend soutenir en matière de développement d'IA, mais l'IA, elle est mondialisée. Il y a des acteurs dans tous les pays et les plus gros ne sont pas en France. Et la question de la frugalité, elle n'est absolument pas dans les priorités et très 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 loin de là. Donc en fait, on assiste aujourd'hui... La preuve, c'est que, je vous interromps, la preuve, c'est qu'on voit un Meta qui vient de signer un contrat de 20 milliards avec Constellation, qui est l'un des plus grands opérateurs de centrales nucléaires. Enfin voilà, ils font on va consommer de toute façon, donc il faut, et Microsoft l'avait fait avant. Enfin, on voit... En fait, si on veut vraiment regarder les choses en face, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir une stratégie, mais il faut faire, et on a des difficultés quand même de construction d'un bilan ou d'une évaluation de comment évolue l'empreinte environnementale de l'IA. Donc en fait, ça oblige à définir un certain nombre de paramètres clairs et qui sont validés au niveau territorial le plus large possible, alors européen, mondial, pour pouvoir évaluer dans l'empreinte du numérique global comment l'IA fait varier cette empreinte numérique globale. Je vais donner quelques exemples, mais aujourd'hui vous êtes un usager d'Internet, vous utilisez un moteur de recherche classique ou vous êtes contraint d'utiliser le nouveau moteur avec Gemini où il y a de l'IA, vous êtes incapable de connaître la différence que ça fait en termes d'empreinte environnementale. Même partout sur LinkedIn, on fait un post LinkedIn, nous dit est-ce que vous voulez mettre de l'IA pour mieux l'écrire et tout ça. Voilà, donc en fait, on nous abreuve d'IA partout. On nous demande en même temps, on a des injonctions à être responsable, mais en fait, on n'a pas les moyens de l'être. Et donc, on est face à... Donc, qui doit être responsable finalement? Ce sont les acteurs, c'est ceux qui proposent les technologies. Et aujourd'hui, on a un vrai problème si on regarde réellement où on va, la direction qu'on prend en termes de consommation de terres rares, en termes d'impact, en termes de disponibilité d'eau et d'eau potable notamment, en termes énergétiques, si on ne prend pas les choses véritablement sérieux et à un échelon, je pense, mondial, d'où la première préconisation du CESE, on risque d'avoir aujourd'hui des technologies d'IA et surtout d'IA générative qui vont nous empêcher
de respecter nos engagements en termes les engagements des objectifs de développement durable. Donc la France, on a 17 objectifs. Et on est en train d'aller, à mon avis, quand même un peu droit dans le mur. Il faut qu'on regarde ça de manière précise. Alors Guillaume, et puis je dis à William qui est à distance, qu'il agite un peu la main physiquement quand il veut prendre la parole. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. Qu'il nous montre du doigt et je rappelle. Guillaume. Ouais, je pense que le débat autour de performance versus frugalité, il n'est pas aussi séparable que ce qui vient d'être présenté, je pense, et je rejoins ce que vient de dire Juliette. En réalité, dans la plupart des applications embarquées, le sujet, c'est quel est le modèle le plus performant pour une capacité de calcul donnée. Et donc, il s'avère qu'on ne peut pas embarquer ChatGPT sur un satellite. C'est impossible. Il ne peut pas tourner, on n'a pas la possibilité d'embarquer les GPU suffisants pour faire tourner. Alors, je ne sais pas quelle serait l'application, mais en tout cas, si on a des IA généralistes, en gros, qui consomment énormément d'énergie, qui sont entraînés sur toutes les données de l'Internet, et ben, ces IA-là ne peuvent pas être embarqués sur un satellite. Donc, en gros, le sujet, c'est quels sont les meilleurs modèles pour un niveau une capacité de calcul donnée. Et ben, les modèles les plus frugaux sont les modèles qui ont les meilleures performances pour cette capacité de calcul. Donc en fait, il y a le sujet de la frugalité rejoint le sujet de la performance. C'est le cas quand on voudra, en fait, pour des raisons de latence, faire tourner des applications LLM sur nos téléphones plutôt que les calculs se fassent dans le cloud. Et ben, on ne pourra pas avoir les modèles les plus gros embarqués sur notre téléphone. Donc en fait, on a aujourd'hui parmi les meilleurs acteurs du monde sur les modèles génératifs frugaux, avec, je pense notamment au modèle Small 3 de Mistral. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vraiment, on est à l'état de l'art mondial. Donc en fait, même dans cette course internationale par rapport à la Chine et aux États-Unis, on tire notre épingle du jeu quand on est capable justement de comprendre que toutes les applications de l'IA, ce n'est pas simplement je fais des prompts sur ChatGPT parce que c'est plus simple que de passer par une requête Google, mais justement toutes ces applications de la vie réelle sur les lignes de production, en gros sur le tissu industriel qui sont par définition plutôt temps réel, plutôt limités en capacité de calcul. C'est vrai également pour les ministères, qui est dans la stratégie Cloud au Centre, mais aussi Cloud Souverain. Donc il y a tous ces compromis à trouver qui, en fait, nous font réaliser qu'il faut absolument qu'on soit les meilleurs sur l'IA frugale. Alors, Juliette, et puis ensuite William. Ouais, moi, je vais prendre aussi la vision large. Vous dites que les autres pays ne s'intéressent pas forcément aux enjeux environnementaux. Je suis d'accord, mais par contre, ils s'intéressent à l'énergie. Et parce qu'en fait, il va y avoir une limite, pas qu'au niveau d'un satellite, il va y avoir une limite au niveau mondial, qui est qu'on ne va pas avoir assez de capacité énergétique. Des conflits d'usage avant d'arriver, qui vont générer des conflits d'usage aussi au ouais. niveau local, sur les enjeux en eau, et des conflits, au niveau mondial, par exemple, on a vu quand il y avait la tendance de faire sa photo en mode Ghibli, que OpenAI parfois a dû fermer ChatGPT parce qu'il y avait trop de demandes. Et donc en fait, tous les pays et toutes les big tech s'intéressent à ce sujet de la consommation énergétique et parfois vont diminuer la performance de ChatGPT parce qu'en fait, il va y avoir trop de demandes et du coup, ils ne vont pas pouvoir faire face à cette demande. Et donc aujourd'hui, tous les pays, et au niveau du G7, on voit déjà des discussions très avancées sur les enjeux qui lient IA et énergie, s'intéressent à ce sujet très focusé énergie, mais de l'impact environnemental de l'IA. William, et puis d'ailleurs, peut-être une question, quelqu'un qui me dit « Je comprends le besoin d'avoir sa propre IA qui consomme moins et tout, mais ne serait-ce pas plus écologique d'utiliser l'existant, de le personnaliser en fonction de ses besoins ?» Ouais. Alors, j'y reboucle, exactement. Ouais. Je voulais commencer d'abord aussi par rajouter un sujet qui est la cause ou la course financière. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a aussi une course financière à la création de valeur et on voit qu'il y a plusieurs boîtes qui entraînent les mêmes réseaux pour les mêmes finalités. Et donc, du coup, forcément, c'est une ouverture à la concurrence, mais on est quand même poussé par les fonds d'investissement aujourd'hui à être forcément rentable ou à développer notre chiffre d'affaires. Et donc, souvent, on se bat en concurrence contre d'autres Français qui ont bénéficié des mêmes aides et qui arrivent sur les mêmes finalités, mais qui ont consommé autant de GPU et autant d'électricité que nous, finalement, pour arriver à la même chose. Donc, il y a aussi un sujet de course financière à la création de valeur et donc, du coup, à la consommation. Peut-être réguler aussi ça ou mettre des règles et des bonnes actions pour. Ce qui me permet de rebondir sur ce que disait Fabienne tout à l'heure, c'est l'installation sauvage des data centers. Je veux dire, en ce moment, j'ai plein de potes qui se lancent dans cette nouvelle
attractivité qui est de créer en fait des data centers. Donc c'est mieux que l'immobilier, il y a un rendement beaucoup plus facile. Donc les gros fonds surfinancent les data centers et donc du coup c'est vrai qu'on va en voir pulluler un peu de partout. Donc, je ne sais pas quelles sont les règles, mais j'en entends parler autour de moi qu'il y a des data centers qui naissent de partout. Pourquoi ? Parce qu'il y a les financements. Et donc du coup ces financements-là, est-ce qu'ils sont regardés ? Je sais pas. Et est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une course à la création d'énormes data centers ? Et ce qui me permet aussi de dire, en rebondissant sur ces sujets-là, voilà, moi je représente aujourd'hui, comme tu disais Frédéric tout à l'heure, la personne qui a les mains dans le cambouis. Et tout à l'heure j'entendais Juliette se mettre en opposition à moi sur le côté je ne suis pas d'accord parce que c'est pas performance mais forcément frugalité. Sur l'exemple sur la déforestation, je comprends, mais en fait, nous, pour exister aujourd'hui et pour se développer et espérer être une entreprise mondiale, il faut qu'on réponde à des vrais cas de ROI pour notre économie. Et on ne peut pas venir et aller faire des programmes qui sont souvent des programmes super bien pour la planète, hein, mais non rémunérés, non payés. À côté de ça, on s'adresse à des boîtes privées et ces boîtes privées, si elles nous achètent, c'est qu'elles gagnent de l'argent derrière. Donc, on vient faire évoluer leur process, on vient faire évoluer leur business model ou on vient faire évoluer une manière de fonctionner dans leur entreprise. Et en effet, et c'est là où je supporte le sujet d'aujourd'hui, je vais vous parler de cas très concrets à chaque fois. Vraiment, Decathlon. Decathlon, c'est 1700 magasins où on déploie aujourd'hui 1700 serveurs différents pour mieux servir le client, augmenter le chiffre d'affaires et mieux analyser le client. Et en fait, évidemment, comme disait Guillaume tout à l'heure, notre objectif aujourd'hui, pour correspondre à la frugalité, c'est pas l'économie d'énergie, le premier indicateur regardé par l'entreprise en face, c'est finalement le prix des serveurs. Parce que comme le dit Guillaume tout à l'heure avec les satellites, on fait pas rentrer OpenAI et ChatGPT ou Mistral à l'intérieur d'un serveur qu'on met dans l'espace. De la même manière, on fait pas rentrer un énorme modèle dans chaque Décathlon pour observer le monde. Donc nous, on travaille la frugalité pour diminuer nos réseaux de neurones et pour essayer de les porter sur du CPU et pas du GPU, donc de la puissance de compute connue, hein, versus de la puissance graphique de NVIDIA. Et tout ça parce qu'à la fin, un serveur qui déploie nos algos sur 100 caméras dans un Décathlon, c'est un serveur s'il tourne sur GPU à 20 000 €, alors que si on arrive à réduire justement ce réseau de neurones et à le spécialiser sur les finalités que veut le client, on arrive à aller sur du CPU et là, plutôt que 20 000 € le serveur, c'est 500 €. Et ce fait que ce soit moins cher, en fait, est la cause première finalement de la scalabilité de nos IA en ce moment dans les entreprises. Donc, course financière, d'abord aussi à regarder, et derrière, aujourd'hui, la frugalité est plus pour le prix de l'inférence, donc du fonctionnement dans la vie de tous les jours, plutôt que la consommation d'énergie. Mais j'aurais tout un tas de choses à dire encore après, je vous laisse la parole. Oui, surtout qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent. Tiens, juste une petite parenthèse, quelqu'un qui pose cette question sur le sujet tout à l'heure, l'exemple de la déforestation, ne peut-elle pas être détectée par des moyens déjà existants plutôt que remettre en place une IA, la surveillance satellite ou des choses comme ça? Non, l'IA apporte plus de précision, j'imagine. Alors, elle apporte plus de précision. Oui, tout à fait. Sur la localisation, je ne pense pas que si on a une déforestation, c'est vraiment un cas très terrain, mais on a une déforestation avec un petit groupe de braconneurs qui vont aller faire tomber quelques arbres, on puisse le détecter au satellite si facilement. Et j'ai envie de dire aussi, voilà, ça va être très frugal comme utilisation de l'IA que de mettre un capteur quelque part et d'aller détecter finalement si on a ces sons de déforestation qui sont là. Après, ça va accompagner, j'ai envie de dire, les métiers déjà existants des personnes qui sont sur le terrain et qui vont aller effectivement surveiller le terrain. On a beaucoup de questions, je vais revenir parce qu'on a beaucoup de questions sur les indicateurs. On va y revenir juste après, Fabienne. Pour aller un petit peu à l'inverse de ce que j'ai dit, parce que vous l'aurez compris, moi je suis assez critique sur l'empreinte environnementale de l'IA. C'est vrai qu'on a quand même des IA
qui sont vraiment bénéfiques et qui aident à l'image de ce qui se passe là pour la forêt. Je pense que beaucoup de personnes connaissent par exemple l'application PlanteNet ou BirdNet pour les oiseaux. Bon, voilà. On a certaines IA dont la finalité, c'est d'améliorer la connaissance, le repérage d'espèces, etc., de mieux connaître les biotopes, les écosystèmes. On a aussi des IA qui sont développées pour l'optimisation des process dans les entreprises. Ou des trajets. Enfin, ouais. nous, on appartient à une compagnie maritime pour optimiser les trajets des Exactement. navires. Alors, c'est pour l'optimisation de la gestion des déchets, des trafics. Voilà. On a tout un panel d'IA. Le problème, c'est que souvent, moi, ce que je vois par rapport à l'ensemble de la puissance de ce qui est développé, la puissance financière de ce qui est développé dans les projets IA, c'est que ça fait un peu IA de niche. Il y a vraiment ce problème de financement, de retour sur investissement. Par exemple, PlanteNet, c'est une application publique, en fait, c'est un projet scientifique avec les citoyens qui sont impliqués. Sans le soutien public, en fait, on n'aurait pas pu développer ce type d'outils. Donc, se pose aussi la question, pour pouvoir développer des IA à haute valeur ajoutée en matière d'intérêt général, l'implication des pouvoirs publics, le soutien des pouvoirs publics à développer ce type d'IA. Et il n'a échappé à personne qu'aujourd'hui les politiques soient à l'austérité financière. Et donc les financements disponibles aujourd'hui, y compris les financements privés, se dirigent plutôt vers des IA à forte rentabilité, qui vont permettre de prendre des marchés, etc., d'être très rentables, plutôt que des IA qui vont aller dans le sens de l'intérêt général, et en particulier, par exemple, des projets de type encadrement des consommations, optimisation et de la gestion, par exemple, des bâtiments ou du trafic, parce que ça rapporte moins d'argent, en fait. Donc on est aussi dans cet écosystème financier qui était un petit peu touché du doigt par William, qui fait qu'on a un problème de moyens et de finalité. En fait, l'IA peut être un merveilleux outil comme toute technologie, mais aujourd'hui, notre gros problème, c'est que majoritairement, ça n'est pas développé pour faire face quand même aux problèmes qui concernent toute notre société, c'est-à-dire pouvoir vivre dans les limites planétaires. Et au contraire, elle vient accélérer le business. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, les fameux effets rebonds. Le IA for Green, c'est un peu en marge, un peu plus à la marge. Guillaume ? C'est une rapide réaction. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit et je pense que d'ailleurs ça dépasse largement le cadre des financements, on va dire à l'innovation type France 2030, puisque on est vraiment sur un sujet de comment on va aller déployer parfois des IA qui existent déjà, mais au service de la transition écologique, au service de l'intérêt général. Il y a une grosse partie de cette action qui doit en fait être prise sur budget récurrent, que ce soit des ministères ou des collectivités. En fait, il faut acter, il faut des arbitrages budgétaires, puisqu'on est à budget contraint. Donc il faut que les arbitrages budgétaires aillent vers la priorisation de ces sujets. Pour moi, c'est ça le sujet principal. Et bon, il y a dans le discours de politique générale du Premier ministre, il a annoncé la phase 3 de la stratégie nationale pour l'IA. Il a été dit ensuite, notamment par la ministre Chapas, que une des priorités de cette phase 3, ce serait l'IA au service de la transformation de l'action publique. Donc on a cette opportunité. En gros, il va y avoir deux axes stratégiques. C'est ce qui a été dit. Un sur la diffusion de l'IA dans l'économie, et l'autre, c'est la transformation de nos administrations, de nos ministères, de nos collectivités. Donc sur ce deuxième axe, l'IA au service de l'action publique, voilà, on a l'opportunité, enfin, d'accélérer, de mettre l'effort sur ce sujet. Juliette, oui, puis William, après, un mot là-dessus. Oui, en réaction aussi, le fait de vouloir mettre l'IA au service de l'intérêt général, j'ai envie de dire oui, c'est le rôle de la puissance publique et c'est le rôle pas que dans le domaine de l'IA, finalement, c'est le rôle dans tous les domaines, dans toutes les technologies émergentes. Donc on s'y attelle, on a parlé des appels à projets dans la stratégie nationale IA. Je pense qu'aussi dans la commande publique, au niveau État, au niveau ministère, au niveau collectivité, on a un rôle, bien entendu, pour encourager du coup le développement de l'IA qui va dans ce sens-là. Et puis faire passer des messages de manière générale au niveau politique, au niveau international. Et c'est ce sur quoi on travaille. Après, voilà, il est entendable et j'entends les discours aussi des entreprises qui sont dans un objectif business et dans une logique business. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on a ces dispositifs en place
pour aller au maximum vers les sujets d'action publique. Il y en a beaucoup de structures publiques au sein du ministère. On compte Météo France, on compte l'IGN, l'Institut de l'information géographique, qui font beaucoup de systèmes d'IA qui travaillent vont beaucoup dans le sens sur la data, l'IGN. de l'action publique. Les agents, par exemple, sont très critiques sur justement comment l'IA arrive dans les services. Parce qu'en fait, ils ont plutôt il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue social, il n'y a rien du tout. Donc en fait, alors que les agents auraient beaucoup d'idées à proposer, beaucoup de pistes à explorer, mais aujourd'hui, ils subissent l'IA plus qu'ils ne l'utilisent au profit de la l'amélioration. rapidité aussi, ça arrive tellement vite que... Ce n'est pas pensé. Voilà. En fait, on ne peut pas arriver avec une IA sur étagère pour remplacer telle ou telle fonction faite initialement par des agents. On a besoin de penser comment l'IA va être au service de l'amélioration de la qualité du travail produit, en gros de la mission de service public, parce que c'est pas juste quelque chose qui arrive dans un service, ça va impacter toute une chaîne de travail. Et aujourd'hui, on est vraiment en défaut par rapport à ça. Je vous donne une illustration, pour le coup, qui n'est pas dans le domaine du ministère, mais du bâtiment. La présidente de la Fédération du bâtiment qu'on a auditionnée nous disait très bien que elle constatait que des entreprises donc, achetaient, si je puis dire de manière imagée, l'IA sur étagère, les intégraient donc dans leur activité. Le problème, c'est que comme ça n'était pas pensé, ces entreprises faisaient face à des problèmes d'interopérabilité des données et elles se retrouvaient par exemple obligées de traiter des données issues de l'IA, de les ressaisir à la main pour qu'elles puissent être utilisées dans les autres systèmes informatiques encore disponibles dans l'entreprise. Finalement, il y avait des pertes en ligne et d'efficacité terribles. Donc, il y a vraiment un enjeu en termes d'efficacité, à ce qu'effectivement, on oriente l'IA sur ce but de faire face à la crise climatique, mais aussi qu'on ait un dialogue et qu'on pense comment cette IA a été intégrée. C'est très important, en fait. Oui, alors continuez à poser vos questions. Il y a certaines qui sont plus générales sur l'IA, on essaiera peut-être de les traiter à la fin si on a le temps. On essaie de se focus, de rester concentré sur tout ce qui concerne l'impact environnemental. William. Oui, petit sujet à accélérer. En fait, l'IA va très vite, de manière générale. Que ce soit la recherche, Guillaume parlait tout à l'heure des TRL, donc des niveaux de maturité qui vraiment accélèrent. Donc même nous, on est pris en étant 50 docteurs et ingénieurs au quotidien sur tous les papiers de recherche qui sortent sur notre spécialité technologique, on a du mal à suivre. Je paye 2 personnes pour être toujours à jour en termes de sortie de recherche scientifique aux 4 coins du monde. Donc, ça va vite. Et en fait, par corollaire, ça va vite de partout. Tout à l'heure, Guillaume, tu parlais des appels à projets et donc du coup des appels à projets sur les IA frugales, sur les IA embarquées où j'ai participé. Et en fait, on les a gagnés, tu sais, il y a 1 an, 2 ans, ces gros projets. Mais en fait, on se rend compte que on a même des difficultés à les faire finalement évoluer ces appels à projets parce qu'une fois qu'il est voté et une fois qu'on a gagné cet appel à projet et ce financement, on a 36 mois pour le développer derrière ou plus ou moins 36 mois. Et en fait, le problème, c'est que dans ces 36 mois, ça change 5 fois de technologie, ça vient réduire drastiquement tout un tas d'indicateurs. Il y a même des nouvelles technologies qui sortent qu'on n'avait pas prévues. Donc du coup, en fait, c'est très vite obsolète les sujets qu'on a gagnés du coup et qui ont été ouverts par tous ces appels à projets. Et c'est très difficile de pivoter parce que c'est vrai que quand on s'adresse à la BPI pour faire pivoter un appel à projet, un changement technologique, c'est hyper compliqué. Il faut repasser devant les jurys, il faut refaire des BP, etc. Et on n'a pas l'agilité aujourd'hui avec l'État d'une agilité d'entreprise où on convoque un board, en 2 secondes et demie, on réarbitre des coûts et donc du coup, on peut sauter sur le sujet. Et ça me fait rebondir sur le deuxième sujet que je veux évoquer, c'est l'IA, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que, non mais sincèrement, c'est-à-dire que développer le savoir est un travail énorme. Pour exemple, j'ai revendu ma startup d'avant qui était Coyote, les avertisseurs de radar, parce que j'avais vu la reconnaissance des panneaux arriver. Et en fait, je me suis lancé en 2015 avec mon propre argent. Et l'IA a commencé à être connue du grand public et donc de mes cibles clients à partir de 2019, 2020, 2021. Et donc, du coup, j'ai brûlé du cash à évangéliser le marché pendant longtemps. Et aujourd'hui, en fait, à chaque fois que je m'adresse à des clients, il y a un dossier de compréhension des IA, de comment ça marche. On les accompagne juridiquement pour faire des papiers de déclaration à la CNIL, pour essayer justement de prendre les bons serveurs. Donc, en fait, c'est hyper compliqué et on manque de savoir. Et en fait, ce savoir, aujourd'hui, il est
en perpétuel mouvement. Donc même cette table ronde, ça se trouve, dans un an, elle est obsolète parce qu'il est sorti des choses finalement qui ont complètement disrupté tout ce qu'on vient de dire. Donc il y a cette notion de difficulté et de rapidité qui est hyper dure à cadencer aussi pour un pays. Non mais ça va tellement vite, je dis, nous sur BFM, au tout début quand ChatGPT est sorti, on s'est dit on va pas en parler tous les soirs quand même. Eh bien, ça fait 2 ans, on en parle pratiquement tous les soirs. Guillaume, sa réaction. Rapide remarque pour dire qu'on est totalement d'accord avec toi, William, notamment sur la partie agilité des dispositifs. Donc, pour la stratégie nationale pour l'IA, il y a un comité stratégique qui se réunit une fois par mois, qui regroupe le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Économie, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, on définit les grandes orientations de cette stratégie. Et Juliette représente justement le ministère de la Transition écologique dans ce comité stratégique. Et donc, un travail important de ces derniers mois, ça a été de répondre à cette question que tu viens d'évoquer, William. Comment on fait pour, étant donné la rapidité de l'innovation en IA, comment on fait pour adapter nos dispositifs, pour les rendre plus flexibles, plus agiles, etc. Donc là, c'est du teasing que je vous fais, puisque vous savez que je n'ai pas le droit de faire d'annonces à la place de ceux qui sont en charge de faire des annonces. Mais sachez qu'on va essayer, et vous le verrez très prochainement, d'apporter des réponses à cet enjeu crucial que tu viens d'évoquer, William. Alors, il y a beaucoup de questions là sur des indicateurs. Il y avait une première question. Existe-t-il des études type ACV, c'est-à-dire Analyse en cycle de vie. Analyse en cycle de vie, pardon, merci. Qui démontrent le gain net en termes d'impact environnementaux de l'utilisation de l'IA pour les sujets green. Est-ce qu'il existe ces études? Parce qu'on a beaucoup de gens qui... Voilà, et je vais y revenir derrière sur les indicateurs. On parlera aussi des préconisations qui... Alors la question des méthodologies, et je pense que Fabienne sera d'accord avec moi, elle est centrale. Et pour l'instant, c'est encore un travail en cours. On avait parlé notamment du référentiel général pour l'IA durable, l'AFNOR-SPEC, qu'on a élaboré entre janvier et juin 2024 avec une centaine d'acteurs et en collaboration avec l'AFNOR. L'objectif, c'était d'avoir des premières méthodologies d'évaluation environnementale des systèmes d'IA, en appliquant ce qu'on connaît déjà pour les services numériques au sujet spécifique de l'IA, qui a la particularité d'avoir une phase d'entraînement, une phase d'inférence, comment on prend en compte les deux, etc. etc. Donc on a avancé sur ces méthodologies, qui sont une première méthodologie au niveau français, mais on sait très bien que sur ces sujets-là, il faut des méthodologies sur lesquelles on se mette d'accord à un niveau plus élevé, plutôt au niveau européen, voire international. Et donc on a commencé en septembre 2024, dans la continuité de l'AFNOR-SPEC, à avoir une réflexion sur une norme européenne, sur les méthodologies d'évaluation de l'IA. Et ces méthodologies d'évaluation, elles vont prendre du temps, forcément, à être élaborées. On fait face à pas mal de difficultés. C'est que ces méthodologies, on a un peu du mal à les tester parce qu'on n'a pas beaucoup de transparence du secteur, notamment sur les données de base, finalement, qui vont nourrir une analyse en cycle de vie d'un système d'IA. On doit se mettre d'accord. L'IA, on l'a dit, c'est très compliqué. On a des chaînes, des généalogies de modèles maintenant qui vont nourrir un modèle final. Comment on prend en compte toute cette généalogie de modèles? Donc ça, c'est des discussions qui sont en cours, qui, je pense, vont aboutir d'ici à quelques mois, voire une ou 2 années. Mais donc, on n'a pas encore d'études sérieuses. Et j'ai envie de dire, c'est un peu normal, le sujet est émergent. Ah oui. Mais d'études sérieuses à la fois sur l'impact environnemental de l'IA et sur l'apport de l'IA sur la transition écologique. Alors, 2 choses. 2 questions là, qui se regroupent. Il y a quelqu'un qui dit « Je partage l'avis de Fabienne. Il y a un manque de connaissances, de prise de considération de l'IA sur l'impact environnemental. Comment éduquer à grande échelle? Le grand public est incité à utiliser l'IA à des fins de distraction, mais ni formé ni éduqué à l'empreinte carbone. Quelle démarche pour faire prendre conscience de notre responsabilité individuelle, donc à l'usage de l'IA. Et ça rejoint une autre question. Aujourd'hui, les producteurs d'IA ne mettent même pas à disposition des informations nécessaires afin de permettre de connaître les impacts environnementaux. Comment on peut demander à ces entreprises de nous donner des outils nécessaires? Voilà, de nous dire peut-être, je connais une entreprise où ils ont essayé de faire ça à la fin de la journée. Chaque utilisateur a son baromètre, un peu en disant, bah voilà, vous avez fait 40 requêtes aujourd'hui, vous avez consommé, enfin voilà, c'est peut-être un petit peu au doigt mouillé, mais au moins ça donne un indicateur. La démarche, les indicateurs. Alors, effectivement, sur les indicateurs... Ça fait partie des préconisations, oui. Encore une fois. Je le rappelle, hein, si vous allez sur le site du CESE, vous récupérez l'avis du CESE. Il y a 9 préconisations qui vous indiquent un peu les pistes vers lesquelles vous préconisez d'aller, en tout cas. Oui, en fait, nous, ce qui nous a inspiré au CESE, c'est le Nutri-Score. Qui est, ce qu'on dit dans notre avis sur les indicateurs nécessaires, c'est qu'il y a la manière dont ils sont conçus techniquement et on voit la difficulté. Juliette est en train d'expliquer qu'effectivement, c'est une tâche très compliquée. C'est impératif d'élargir sur le périmètre
Et la norme AFNOR était, je pense, une très bonne base. Elle a été connue après la fin de la rédaction de notre avis, sinon on l'aurait certainement mis dans notre avis. Mais c'est important qu'elle ait aussi une construction démocratique sûre pour ne pas être contestée. Il faut qu'elle soit à la fois assise scientifiquement et démocratiquement pour qu'elle soit validée et adoptée par l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, donc voilà, nous c'est ce qu'on préconise, une sorte d'éco-score de ce type-là. Aujourd'hui, la tendance est de mettre la responsabilisation sur les usages. Et comme je le disais tout à l'heure en début de podcast, finalement, ceux qui ont les moyens de transmettre les informations nécessaires et de faire la transparence, ce sont les acteurs du numérique et de l'IA. Or, aujourd'hui, on a vu effectivement, eu égard à l'empreinte en termes de consommation d'eau, d'énergie, qui dérapait grandement, ou d'émissions de gaz à effet de serre, que le réflexe des acteurs économiques, c'était de cacher leurs données, en fait, de les mettre en invisibilité. Donc il y a un énorme enjeu de transparence et donc de réglementation par rapport à ça. Là aussi, il ne vous a pas échappé que le contexte n'est pas la réglementation, alors que c'est un facteur d'innovation. En fait, réglementer, c'est aussi un facteur d'innovation pour pouvoir s'adapter. Et ce n'est pas du tout entendu comme ça de la part des acteurs économiques. Donc, premier enjeu, c'est une action de la France pour faire entendre ce besoin, ne serait-ce que dans l'espace européen, d'avoir une transparence sur l'impact et les consommations liées aux IA, avec toutes les difficultés techniques que ça représente. Voilà. Et ce qu'il faudrait... Pour le public, je vous interroge un instant, on a eu le rapport Anne Bouvreau, Philippe Agon sur voilà, qui doit nous donner cet élan vers l'IA. Il y avait une démarche qui s'appelait les cafés IA pour justement aller... est-ce que dans ces cafés IA, on indique, donc c'est pour aller vers le grand public, leur expliquer un peu tous les atouts d'IA. Est-ce que là-dedans, on sait s'il y a une démarche en disant, bon attention, alors, posez-vous la question toujours, requête sur un moteur de recherche ou requête... Aujourd'hui, l'idéal, moi si je me place en tant qu'usager, moi, j'aimerais, quand je suis face à mon ordinateur, que je puisse avoir un outil qui me donne un aperçu, une évaluation de mon empreinte numérique, parce qu'elle va inclure l'IA, c'est noyé en fait dans l'ensemble du numérique. Et puis, ça serait bien que les pouvoirs publics, les entreprises, proposent des jeux de type fresque, etc., pour prendre conscience qu'il y a un sujet autour de ça et qu'on puisse identifier les leviers pour réduire son empreinte numérique en pouvant... parce que si on n'a pas conscience du sujet, on ne va pas pouvoir faire de choix. Et puis c'est injuste qu'on dit que c'est 1% de la consommation mondiale et tout ça, on ne s'en rend pas vraiment compte. Non, ça ne veut rien dire ça, effectivement. Juliette. Oui, il existe déjà pas mal de choses et j'aimerais bien faire de la publicité pour ce qui existe, notamment pour aller savoir ce que ça représente, d'aller interroger par exemple Gemini, ChatGPT, etc. Si vous lui demandez d'écrire un tweet ou si vous lui demandez d'écrire un rapport de 5 pages, il y a un outil qui s'appelle Ecologits qui a été créé par l'association Gen AI Impact, donc qui est déjà accessible en mode calculateur. Donc ça s'appelle Ecologits. Ecologits, d'accord. Donc c'est en ligne, donc open source, donc vous pouvez aller regarder. Il y a un outil vraiment grand public qu'on peut utiliser juste pour aller regarder ce que ça représente pour une utilisation individuelle, mais aussi regarder ce que ça représente si 1% de la planète faisait cette requête tous les jours. Et c'est là que ça devient très intéressant, parce que là, on parle plutôt en centrale nucléaire qu'on ne parle en grammes de CO2. Et cet outil, il a aussi une version plutôt, j'ai envie de dire, expert, qui permet d'être intégré dans des systèmes d'IA qu'on développe, par exemple, en interne, pour aller estimer l'impact d'une requête. Et par exemple, dans des outils IA qu'on déploie au sein du ministère, pour chaque requête, on indique combien ça coûte en termes d'équivalent de CO2. Donc déjà, on a cette sensibilisation finalement que chaque requête a un coût derrière. Sur les cafés IA, sur la sensibilisation, effectivement, c'est très important. On a publié il y a quelques semaines, en collaboration avec le Conseil national du numérique et un certain nombre d'acteurs publics, un module dédié pour les cafés IA sur IA et environnement. Donc les animateurs de café IA peuvent se saisir pour aller faire de la sensibilisation de manière large. J'aimerais aussi vous pointer vers l'outil Comparia, qui est un outil du ministère de la Culture qui va pouvoir permettre de poser une question et d'avoir 2 modèles en face à face qui répondent. Et du coup,
un des intérêts de cet outil, c'est d'aller voir quel modèle répond le mieux sur des questions en français, sur des questions de culture française. Mais aussi, quand on va révéler les modèles, on va voir quelle est la consommation énergétique de chaque modèle. Et donc, on va voir finalement, en termes de taille, est-ce qu'il y a des modèles qui répondent presque aussi bien, voire mieux, mais qui vont consommer moins de manière énergétique. Et ça, il y a des chercheurs qui le disent, « bigger is not always better ». Il y a des modèles qui sont plus petits et qui vont avoir des performances assez équivalentes. C'est une chercheuse, notamment Sacha Lucheny de Hugging Face, qui le dit. Et je cite son nom parce qu'elle a développé un outil qui s'appelle le AI Energy Score, qui ressemble au Nutri-Score, qui va comparer différents modèles d'IA sur des tâches très précises. Par exemple, on génère un texte d'un certain nombre de tokens, c'est-à-dire d'une certaine longueur, et on va regarder la consommation énergétique de chaque modèle. Le problème auquel elle fait face, malheureusement, c'est qu'elle ne peut le faire que sur les modèles ouverts, pas sur les modèles fermés, et donc tout n'y est pas. Mais voilà, il y a une volonté on a quand même quelques pistes pour au moins évaluer. C'est un peu plus que le doigt mouillé, mais voilà, pour avoir au moins une idée globale. William? Oui, pour aller dans le bon sens quand même, il y a beaucoup d'entreprises avec qui je travaille aujourd'hui, du CAC 40 ou d'autres françaises, qui nous demandent quand même de respecter certains cahiers des charges ou certains normes éthiques. C'est-à-dire, pour travailler avec un L'Oréal ou avec un SNCF, il faut avoir visibilité sur l'empreinte carbone, sur ce que ça génère justement en termes de consommation, tous nos entraînements. Donc ça y est, on y va, c'est un message positif quand même. C'est les entreprises, en tout cas les grosses entreprises, ont pris en main ces sujets-là et nous imposent, nous, petites entreprises et startups françaises, de correspondre quand même à des indicateurs. Et même, ça va un peu plus loin, c'est que nous, on a créé en interne ce comité éthique qui était à la base essentiellement pour valider les finalités, c'est-à-dire ne pas travailler sur de la reconnaissance de personnes ou sur de la reconnaissance de tout autre cas de finalité un peu touchy pour nos mœurs. Et là, on vient de le faire évoluer, le comité éthique, et on vient d'y intégrer justement toute une phase sur la consommation, sur la frugalité, etc. Donc, peut-être que aussi les entreprises doivent se mettre, en tout cas les startups, doivent se mettre au diapason pour pouvoir donc créer un comité éthique, créer des comités justement sur toutes ces dépenses et pouvoir rendre des rapports et mesurer. Parce que je profite d'avoir la parole pour rebondir sur des choses encore positives. On a fait des tests dans les villes. Vous savez, l'éclairage public aujourd'hui, c'est 8 milliards de consommation en termes de prix dans toute la France par an. L'éclairage public aujourd'hui n'est pas régulé. Demain, l'éclairage public peut être régulé pour garder la sécurité, c'est-à-dire quand quelqu'un se balade dans les rues, que la rue soit allumée. On a déjà des réseaux de caméras existants. Nous, on a des IA qui détectent les humains, qui peuvent piloter les lumières. Et on a vu, typiquement dans la ville de Suresnes, avec Monsieur Guillaume Boudy, le maire, que on arrivait à réduire de 70% grâce à l'implémentation d'un système d'IA en inférence qui consomme pas plus d'énergie que ce qui tourne actuellement, de réduire cet éclairage public et donc d'économiser 70% sur la facture d'électricité la nuit. Et je parle aussi beaucoup, vous savez, les feux rouges. Les feux rouges, c'est énorme en termes d'intelligence de trafic, mais c'est énorme aussi en termes de consommation énergétique. Les voitures qui s'arrêtent pour rien et qui redémarrent consomment énormément. Et donc, on propose un cas d'usage qui est observer les voitures qui sont arrêtées au feu rouge, les voitures qui sont sur l'axe adjacent ou perpendiculaire ou parallèle. Et donc, du coup, ces carrefours, on veut les rendre intelligents. Et donc, on veut, si, je sais pas, moi, sur une 2 voies, il y a personne à droite pour pouvoir traverser la 2 voies, mais qu'il y a 50 voitures qui arrivent, c'est une hérésie de laisser des systèmes automatiques qui fait arrêter les 50 voitures et qui les fait redémarrer pour personne finalement. Et là, ça consomme énormément d'empreintes carbone aussi. Et on se rend pas compte, et c'est peut-être un petit cas d'usage, mais on a commencé à le mesurer sur une ville. Et en fait, c'est la consommation de plusieurs dizaines de personnes à l'année, chaque finalement matinée de feu rouge. Donc en fait, il y a tout un tas de pistes qui vont faire gagner par des cas d'usage très précis l'empreinte carbone et sauver notre planète, ou en tout cas la préserver le plus longtemps possible. Mais ça passe vraiment par ça, c'est par des dynamiques, des mises en place de comités, d'indicateurs et de capacités à mesurer, et ensuite driver les vrais cas d'usage énergétique. J'ai pas eu aujourd'hui un vent
favorable et une dynamique favorable générale que de continuer à faire ça, à développer ce cas d'usage des éclairages publics la nuit sur d'autres villes, parce que c'est des marchés qui sont possédés par des gros privés, qui les entretiennent, que venir les disrupter, c'est compliqué, etc. Donc, ça prendra du temps parce qu'on a une organisation qui est bien faite. Mais en tout cas, voilà, le message positif, c'est que ça tend vers et on est en train de construire tout ça. Justement, j'ai une question. William, combien a consommé l'IA pour réguler la lumière? Quel est le gain net d'énergie? Voilà, c'est là où il faut jouer cet équilibre, quoi. Et à terme, c'est pas à cette question précise qu'il faut répondre, mais voilà, on comprend qu'il faut ce juste équilibre, utiliser l'IA, mais à bon escient. C'est ça. De toute façon, ce que je disais, et je peux sortir les watts si vous le voulez, mais je pense que ça va parler à personne. C'est un serveur avec 2 à 200 à 2000 à l'intérieur. Donc c'est des cartes graphiques qui consomment tant de watts par heure. Je crois qu'ils sont à 2 3. Et donc du coup, c'est quelques watts par heure versus un éclairage public qui sont des dizaines de milliers de watts par heure. Donc en fait, là, la balance, elle est évidente. Vaut mieux piloter la lumière que la laisser allumer toute la nuit. Fabienne? Oui, je disais, là, on a, dans notre podcast, on a quand même un tropisme sur les questions environnementales en lien avec l'IA. Mais il ne faut pas oublier d'une part que les solutions qu'on met en place nécessitent tout un tas de matériel connecté et que ça a un impact en termes de puces, donc sur les métaux rares, pour le dire très concrètement. Donc on est sur une inflation d'objets connectés qui sont nécessaires à l'usage de l'IA. Et en termes du coup de balance sur le coût environnemental, moi, j'ai pas accès à des données très claires en fait sur le sujet. Et puis nous, notre préoccupation autour des questions environnementales, ça reste quand même une petite île dans un océan d'usage de l'IA qui n'est pas du tout orienté sur l'environnement. Donc je tiens quand même à le rappeler, encore une fois. Je prends juste l'exemple des premiers ordinateurs ou des premières voitures qui avaient... Donc c'était on va dire comme des IA pas optimisées du point de vue environnemental. Mais on a réussi à optimiser l'IA, mais par contre l'usage s'est tellement déployé que l'empreinte globale, elle s'est énormément accrue. Et aussi, en fait, vous voyez, autour de la table ronde d'aujourd'hui, on n'en parle pas de ça. Et c'est vraiment un des sujets sur lesquels les pouvoirs publics doivent se porter. Je voudrais juste dire aussi que par rapport à ce que dit William, il y a véritablement un enjeu dans ce temps contraint sur les finances publiques de cibler les financements publics sur ces IA qui vont dans le bon sens en fait. Et donc, dans notre avis, et c'est assez rare quand même pour le noter, on préconise en fait une éco-conditionnalité sur les aides publiques au regard de leur finalité. Et ça, c'est un levier aussi important. En fait, le financement, on en a parlé tout à l'heure, mais le financement est un levier vraiment important pour orienter les usages. Juliette, vous avez un élément de réponse. Puis, à Ecolab, j'imagine vous mettez en place aussi des méthodologies de mesure, de calcul d'impact. Oui, là, je voudrais aussi saluer le travail de l'ADEME. L'ADEME, qui est notre agence de la transition écologique, qui a fait un travail très précis et très pointu sur les sujets d'impact environnemental du numérique. Regardez en 2020 puis en 2022 combien on était en termes d'impact environnemental du numérique par rapport à l'impact environnemental global de la France, et puis aussi dessiner des trajectoires selon les décisions qu'on va prendre dans les prochaines années, d'ici à 2030, à 2050, combien représentera l'impact environnemental du numérique. Toutes les trajectoires sont à la hausse, mais plus ou moins à la hausse selon les actions qu'on l'on prendra. Et une étude qui est en cours et qui fait suite à cette étude, c'est finalement aller regarder des cas d'usage et aller regarder leur impact positif, leur impact négatif. Et quand on regarde leur impact négatif, pas seulement l'impact négatif direct, mais aussi ce qu'on appelle du coup les effets indirects, donc les effets rebonds. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que derrière on a augmenté les usages? Est-ce qu'on a favorisé l'obsolescence de certains objets connectés, d'objets on parle par exemple dans l'IA, on a parlé des coûts énergétiques, des coûts en eau, mais par exemple c'est vrai que ça va potentiellement nous faire changer nos pratiques, nous faire changer de smartphone, parce qu'on va vouloir le dernier smartphone qui intègre de l'IA. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'obsolescence accélérée, puisque par des nouvelles technologies, on encourage à remplacer plus rapidement des terminaux. Et donc ces études-là, effectivement, elles sont en cours. Aujourd'hui, plutôt sur des cas d'usage numériques sans intégrer l'IA. Mais bientôt, on va aller sur des cas d'usage aussi sur l'IA. On a parlé d'un appel à projet qui s'appelle Démonstrateur d'IA frugale au service de la transition écologique dans les territoires. On avait 12 cas d'usage très concrets en territoire qui vont être déployés vraiment de manière réelle, en contact avec le grand public. Et on va aller regarder sur chacun de ces cas d'usage qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement et qu'est-ce qu'ils ont coûté aussi.
Et donc ça va permettre aussi, nous, d'avoir des éléments de compréhension finalement de ces cas d'usage pour la transition écologique. Est-ce qu'il existe un recensement des bonnes pratiques d'usage IA pour les collectivités ? Alors, pour les collectivités, peut-être pas spécifiquement, mais il existe dans l'AFNOR-SPEC, donc le référentiel pour l'IA frugale, 31 bonnes pratiques qui sont recensées. Donc d'abord sur le hardware, le choix des data centers. On peut aller regarder des métriques très répandues sur les data centers, notamment le Power Usage Effectiveness. Mais quand on fait un choix de fournisseur de cloud, par exemple, il y a des choix qui peuvent être plus orientés sur les enjeux environnementaux. Il y a sur le choix du modèle. Est-ce qu'on a besoin d'un gros modèle ou d'un plus petit modèle? Sur la gestion des données. Choisir une base de données la plus de qualité possible par rapport à une base de données énorme, finalement, le modèle d'IA a plus de chances de bien marcher et va aussi coûter moins en termes d'énergie. Et puis après, il y a des choses simplement sur le suivi. Avoir des métriques qu'on suit tout au long d'un projet, c'est ce qui va nous guider tout au long du projet à trouver les bonnes pratiques, trouver des moyens de faire qui vont nous amener à réduire notre impact environnemental. On parle des data centers aussi, donc on a évoqué, Fabienne l'a évoqué tout à l'heure. L'essor de l'IA, donc évidemment un impact sur les data centers. On a eu l'AI Action Summit, il y a eu une annonce de plus de 100 milliards d'investissements, notamment sur une grande partie infrastructure. Certains ont été confirmés que l'épisode Choose France, l'événement Choose France qui s'est déroulé il y a quelques jours. Quelle analyse il faut porter? Puis même par rapport à ce que disait tout à l'heure en introduction Fabienne, Guillaume. Effectivement, on sait qu'on a besoin. Donc, l'IA a énormément à apporter, comme on le disait, de bénéfices à notre société, dans plein de domaines différents, dans l'agriculture, dans la santé, dans l'amélioration de notre qualité de vie au travail. Et donc, en fait, bien sûr, on soutient la poursuite du développement de ces technologies d'IA et leur adoption dans les entreprises, dans notre société. Et ça se fait sous conditions. Une première condition, c'est qu'on ne doit pas créer de nouvelles dépendances par rapport à des acteurs extra-européens. Et donc, on a besoin, si on veut être indépendant, préserver notre autonomie stratégique, on a besoin d'avoir de la capacité de calcul sur le territoire national et européen. C'était l'objectif qui avait été indiqué par le président de la République le 21 mai de l'année dernière, disant qu'on voulait avoir, pour l'instant on est à 3% de la capacité de calcul totale déployée dans le monde, 3% en Europe. Et l'objectif, ce serait de passer de 3 à 20%. Ouais. Donc pour faire ça, on a besoin effectivement de mettre en place des infrastructures de calcul, des data centers, des supercalculateurs sur le territoire national. Il s'avère qu'on a plusieurs avantages en France. On a une énergie extrêmement faiblement carbonée. On a un accès aux câbles sous-marins qui nous permet de facilement procéder à des calculs et transmettre l'information calculée. On peut avoir du foncier autour de nos centrales électriques peut-être aussi. Oui, il y avait justement les sites qui avaient été identifiés, qui sont adaptés à l'installation de ces nouveaux data centers. C'est en place et d'ailleurs, moi je n'utiliserai pas l'expression d'installation sauvage. On a une task force au sein de l'État qui est dédiée à l'identification de ces sites, à la négociation avec les différentes parties prenantes, les collectivités, EDF, RTE et les porteurs de projets, notamment une task force qui est pilotée par la DGE et par la Direction Générale des Entreprises donc, et par Business France. Et donc, voilà, l'idée c'est de répondre à cet enjeu d'autonomie stratégique tout en maîtrisant ce qu'on fait avec le déploiement de ces infrastructures de calcul. Je pense qu'on peut se dire qu'il y a eu un avant et un après 2025, on va dire, pour l'accès à la capacité de calcul en France et en Europe, du coup, avec, comme tu le disais, 109 milliards d'euros qui avaient été annoncés d'investissements privés, dont 17 milliards d'euros réalisés dès 2025, indiqués à Choose France. Donc on voit qu'on est dans la bonne direction. Et je pense que l'autre truc que je voulais dire, la réaction par rapport à ce que disait Fabienne, pour lequel je suis d'accord sur tout ce que vous avez dit, mais je pense que les chiffres du Laboria, donc là, le Laboria, c'est une instance, une collaboration entre INRIA et le ministère du Travail qui analyse l'impact de l'IA sur l'emploi. Et il montre qu'aujourd'hui, en France, 99% des étudiants utilisent des LLM au sens large, en particulier ChatGPT et Mistral, 92% tous les jours. Donc c'est
alors que l'impact environnemental de ces technologies, en particulier de ChatGPT, est quand même pas... Enfin, on sait que ça consomme beaucoup plus qu'une requête Google, de faire un prompt sur ChatGPT. Donc en fait, l'adoption est tellement massive, donc au-delet des étudiants... De toute façon, ça a été la technologie la plus... Enfin, ChatGPT, je sais plus, en 5 jours, c'était déjà, je ne sais plus de combien de millions d'utilisateurs. Ouais. Et quand on prend juste la tranche des 18-25 ans, qu'ils soient étudiants ou pas, 75% des 18-25 ans utilisent un LLM tous les jours. Et après, donc, ça diminue. Quand on passe à la génération d'après, c'est 35%. Déjà, ça pose d'autres questions dans nos politiques publiques de fracture numérique, notamment. Mais le constat, c'est que l'adoption, elle est massive. Et je ne pense pas qu'on puisse dire, par une loi... à partir de demain, vous arrêtez d'utiliser ces technologies que vous utilisez tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a le besoin, la réponse au besoin, on peut se dire c'est futile, pas futile, etc. Le meilleur indicateur de la futilité de quelque chose, c'est son adoption. C'est massivement adopté. Donc il y a un besoin auquel répondent ces technologies génératives, et donc la réponse ne peut pas être simplement on les interdit. Et donc si c'est pas ça la réponse, l'alternative c'est essayons de répondre à ce besoin, qui est un besoin réel, en ayant des technologies qui sont meilleures que celles des concurrents internationaux, qui sont, comme on le disait, plus frugales, qui consomment moins d'énergie. Mistral, on disait qu'il y a des atouts. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment... Ça ne peut être que ça, notre philosophie. Ça ne peut pas être juste de dire on arrête d'utiliser ces technologies. Fabienne, par rapport à l'avis du CESE, les préconisations, c'est sur les data centers, c'est préconisations 8 et 9, c'est ça? C'est ça. Juste, je voudrais rebondir là sur ce que Guillaume vient de dire. C'est clair que l'offre crée l'usage et le grand public, c'est tellement facile d'utiliser que ça a été une utilisation massive. Donc les chiffres sont clairs en termes quantitatifs. En termes qualitatifs, il y a quand même des études qui sont menées aujourd'hui en matière de sociologie qui montrent que cet usage peut poser problème dans notre capacité, nous, à réfléchir, concevoir. Donc moi, je ne serais pas trop angélique quand même sur cet usage massif. Je le reconnais, il est massif dans toute la société, ou presque, pardon. Mais il n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Donc il faut quand même être critique par rapport aux bénéfices de l'IA. Maintenant, l'IA est là, elle est installée. Demain, on le sait tous très bien, on ne va pas faire un bond en arrière. Et par ailleurs, sur l'installation des data centers, ce qui est au cœur de la réflexion du CESE, c'est que aujourd'hui, on a besoin de pouvoir héberger nos données. Il y a un enjeu par rapport ne serait-ce qu'à la réglementation américaine. Donc on a besoin d'avoir des infrastructures qui nous permettent d'héberger nos données. Mais si on regarde les financements sur les data centers, aujourd'hui, quelle est l'autonomie réelle de la France avec l'installation des data centers en France quand on a des data centers qui sont financés par l'Arabie Saoudite, par les États-Unis encore, etc. Donc là, ce n'est pas tout blanc non plus sur ce qui est en train de se faire. Peut-être quelques rappels aussi pour comprendre. À data center, là on va sur l'installation de gros data centers, quand même dans les projets, une trentaine de data centers. Un gros data center, ça consomme autant qu'une ville moyenne à peu près. Enfin, dans les très gros data centers, voire des villes de grande taille, quand je dis ville moyenne, c'est à peu près 50 000 personnes. Donc l'impact énergétique est quand même très 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 important. Nous, ce qu'on préconisait dans notre avis, c'était d'encadrer, il y avait plusieurs mesures en fait. D'abord, c'était de réutiliser en termes de localisation des terres ou des friches industrielles pour éviter de manger le foncier, voire de supprimer des aires avec de l'agriculture ou des forêts pour installer des data centers. Donc on sait que les zones sont contraintes. Quand je disais tout à l'heure à la sauvage, en fait, les sites ils sont très déterminés en fonction de la source d'énergie parce qu'il faut alimenter tout ça avec de la haute tension. Donc il y a des sites qui sont comme ça recensés. Mais il y a des régions qui sont ultra ciblées, comme l'Île-de-France, le Nord aussi, qui a déjà beaucoup de parcs éoliens. Donc en termes d'infrastructures industrielles, c'est déjà très lourd. Donc aujourd'hui, le data center n'est pas reconnu comme un site industriel, alors que potentiellement, il peut être dangereux au vu de tout ce qu'il contient. Donc il y a des enjeux de réglementation des data centers. Pour l'instant, on est en train de reculer. Nous, on préconisait de respecter le zéro artificialisation nette. On a soulevé le problème que ce n'est pas reconnu comme une installation industrielle, sauf dans quelques rares cas. Et puis, ce qu'on préconisait, c'est que le data center qui émet beaucoup de chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qu'on ne peut pas ne pas produire, aujourd'hui, on peut sans doute améliorer la réutilisation de la chaleur fatale, soit au travers du chauffage urbain,
voire On a même vu production quelques d'électricité, expérimentations, etc. de chauffer une Mais il faut généraliser piscine ça. municipale, des choses Voilà. comme ça. Voilà, vraiment généraliser ça. Donc c'est vraiment les deux grandes... Guillaume, et puis peut-être William, réaction aussi sur les... Très rapidement, mais c'est même plus que de l'expérimentation. Si on Ouais. prend par exemple Oui, le supercalculateur Jean Zé, qui est aujourd'hui public, Oui. qui est aujourd'hui le plus gros supercalculateur en France, et ben il alimente en hiver, du coup, Oui. pas en été, mais en hiver, il alimente les radiateurs du plateau de Saclay. Donc en fait, ça fonctionne déjà, c'est permanent. C'est utilisé en prod, et donc en fait il faudrait encourager ça. Enfin, faudrait rendre c'est une obligatoire, certitude. en fait. Voilà. Oui, voilà. Il faut l'intégrer dans les projets, dans Tout à la fait. conception des data centers, il faut intégrer en fait la dimension de réduire l'impact énergétique et environnemental du data center. Et c'est plutôt bon pour nous, en plus, on disait les enjeux frugaux rejoignent les enjeux frugaux et environnementaux rejoignent les enjeux économiques, parce qu'en fait, si on continue à avoir des systèmes d'IA produits en France et en Europe qui ont un impact carbone qui est plus faible que les systèmes d'IA produits dans le reste du monde, et ben ça nous donne aussi des armes pour, entre guillemets, faire du protectionnisme, c'est-à-dire mettre dans nos cahiers des charges, de la commande publique, ces critères qui vont nous permettre de privilégier des solutions qui sont produites. Oui. Donc les chiffres que l'on a, c'est que le même système d'IA aujourd'hui entraîné aux États-Unis, il a un impact carbone 11 fois plus important que s'il était produit en France. 11 fois plus important, c'est substantiel. L'énergie nucléaire notamment. Voilà, exactement, grâce à l'énergie nucléaire en France. Donc profitons-en et continuons comme ça. Ouais. Non, puis c'est William qui le disait tout à l'heure, hein, dans le domaine du luxe, ils veulent contrôler toute leur chaîne logistique pour leurs produits, ça en fait partie aussi. William, sur ce côté, sur cette partie de data center. Sur les data centers, moi maintenant, je ne les utilise plus. Et beaucoup de mes collègues dans l'IA utilisent plus ces énormes data centers parce qu'on n'est pas là à apprendre à des énormes réseaux. On est en train aujourd'hui, et la vague arrive, de déployer les systèmes de manière à faire de l'inférence au plus proche finalement du cas d'usage. Donc aujourd'hui, la vision par ordinateur, mais beaucoup d'autres entreprises françaises n'ont pas accès. Et comme tu dis, Guillaume, un Jean Zé, c'est super pour nous parce qu'on va louer une petite instance à un moment, ça rentre dans notre économie française, ça respecte les règles qu'on s'impose. Et donc, du coup, on fait de temps en temps des trainings, mais une fois par an ou une fois tous les 2 ans, pour remettre à jour nos réseaux. Mais derrière, après, au quotidien dans l'année, ceux qui font de la vision par ordinateur ne font pas aujourd'hui d'énormes entraînements sur ces énormes data centers. Pour moi, à date, ces énormes data centers, ils correspondent au training, à l'entraînement des modèles et à la course / pour certains, fuite en avant, qu'on a de courir après la performance et d'être le meilleur réseau au monde par souveraineté, par ambition politique des fois aussi. Donc, en fait, encore une fois, je dis, c'est hyper compliqué. Moi, aujourd'hui, mon empreinte de data center, elle est quasi nulle. C'est la même chose finalement qu'une petite entreprise qui fait presque de la plomberie. Donc, du coup, en fait, il faut encore une fois avoir une lecture intelligente de ce qu'est l'IA, quelles IA ont besoin de quoi, à quel moment, pour quels objectifs, et raisonner finalité aussi, oui. Alors Juliette et puis Fabienne. Merci. Oui, je voulais réagir aussi sur le fait que dans l'Union européenne, on a aussi un certain nombre de législations, dont notamment la directive efficacité énergétique, qui font que les data centers qui sont implantés dans l'Union européenne sont particulièrement vertueux, notamment en termes de suivi des impacts environnementaux, suivi de la consommation énergétique, suivi de la consommation en eau. On a les fournisseurs de data centers français tels OVH, Outscale, Scaleway, etc., qui sont quand même de manière générale beaucoup plus transparents que les gros fournisseurs Big Tech. Quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y a les data centers ICPE? Okay. C'est la norme, c'est installation de sites classée pour la protection de l'environnement. Alors, à mon avis, les data centers ne sont pas des ICPE, ne sont pas classés des ICPE, c'est plus les usines qui vont traiter des produits chimiques dangereux. Mais c'est une possibilité, il faudra regarder. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a quand même, je pense, une avancée très claire dans l'Union européenne sur l'efficacité des data centers. Et je pense qu'elle se retrouve aussi du coup sur les modèles d'IA qu'on est en train de développer au niveau européen, sur l'efficacité de ces modèles et l'intégration du coup d'une efficacité tout au long de la production de ces modèles d'IA.
Mais je pense qu'on a une responsabilité en France, et on le fait sur d'autres sujets, à aller au-delà des sujets d'efficacité pour aller vers les sujets de sobriété. Et je voudrais prendre un exemple qui est par exemple l'exemple de la voiture. On fait énormément de progrès dans le domaine automobile sur l'efficacité de nos véhicules, mais on passe aussi beaucoup de messages au grand public pour dire évitez d'aller prendre la voiture pour des petits trajets, plutôt privilégier les transports en commun, etc. Et je pense que, et ça va venir, au moment où on aura un usage de ChatGPT, où les générations 18-25 ans qui utilisent à 99% l'IA, elles vont augmenter et on aura de plus en plus de gens qui augmentent l'IA, on va avoir une responsabilité aussi à sensibiliser pour qu'on soit aussi dans des comportements plus sobres par rapport à l'IA, à aller utiliser des modèles d'IA peut-être moins gros pour aller répondre à des questions qui ne nécessitent pas des modèles d'IA aussi gros, voire à éviter d'avoir recours à l'IA lorsque ce n'est pas nécessaire. Et ça, voilà, c'est des choses qui vont sûrement arriver dans les années à venir. Après, c'est aux entreprises aussi. On voit dans les entreprises des initiatives qui sont prises dans ce sens, en disant attention, dans la formation, on les forme sur la cyber, on les forme sur tout un tas de choses, de leur dire attention, est-ce que cette requête nécessite vraiment d'aller sur les IA. Quelqu'un pose la question aussi, on demande toujours en particulier aux entreprises de faire des économies d'énergie. Le demandera-t-on aux data centers? Est-ce qu'ils doivent répondre à une norme précise par rapport à leur superficie, par rapport à leur puissance? Je ne connais pas du tout la normalisation des data centers, mais j'imagine, vu qu'en plus il y a des réglementations européennes qui sont contraints effectivement de se mettre... Et puis de toute façon, c'est un argument commercial aussi. Quand ils ont leurs normes sur ce sujet-là. Il y a ERDF quand même qui note qu'il y a une accélération des demandes liées à l'installation de data centers avec des demandes en puissance qui sont de plus en plus importantes. Je ne crois pas qu'il y ait une norme en la matière, mais on est un peu sur l'explosion des besoins. Ce que disait Juliette, ça correspond à l'enjeu de la préconisation 7 de la Vistadère, en fait, de mener des campagnes d'information sur les usages, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, l'offre crée l'usage et en fait l'offre c'est principalement des GAFAM qui intègrent de fait des IA dans les outils qu'ils mettent à notre disposition sans nous informer de la réalité et de l'impact. Donc là, il y a quelque chose un peu de schizophrénique de reporter la responsabilité sur les usages. Certes, on peut un peu informer, éduquer, sensibiliser, mais... il y a une incitation. Mais voilà, il n'y a pas le contrôle qu'il faut en fait en amont pour proposer le choix. Simplement, on n'a pas le choix de l'usage en réalité. On est un peu contraint de faire. Sur l'installation des data centers, il y a un vrai enjeu stratégique. Et je pense qu'en France, justement, on a... comment j'allais le dire tout à l'heure, on a une forme d'excellence sur le sujet. Ça, c'est indéniable, mais le business est le business. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que la France, de par sa localisation, de par le mix énergétique et l'énergie décarbonée. On a des câbles sous-marins qui arrivent à Marseille. Voilà, c'est pour ça on est vraiment le pays, la terre qui permet d'arroser un peu tout le reste. Donc moi, j'ai un peu le sentiment qu'aujourd'hui, on est un peu dans genre la terre à vendre, quoi. Je veux dire, on est... Parce qu'en fait, on est extrêmement bien positionné, mais comme il n'y a pas de régulation, de débat public sur la manière et le nombre de data centers à déployer par rapport aux besoins, en fait, aujourd'hui, ça se fait surtout... c'est surtout un énorme marché, un énorme business. Et encore une fois, sur la souveraineté, qui est une justification tout à fait claire et réelle, serons-nous demain plus souverains avec des data centers installés en France si la finalité de ces data centers est conditionnée par les financements qui ont permis de les construire, si les données qu'ils hébergent ne correspondent pas, par exemple, à des enjeux de souveraineté d'hébergement de données des Français. Il y a vraiment beaucoup de questions qui mériteraient débat public, en tout cas un débat plus large. Mais c'est vrai qu'on a un positionnement, quand on entend, j'entendais le patron de Téléhouse l'autre jour, qui est un opérateur de data center, qui disait oui, on est à 1 microseconde de Londres, et on se dit, oui, on est avec ces câbles qui arrivent à Marseille, ces câbles qui arrivent par l'ouest, par Bordeaux, tout ça, on est au cœur de l'Europe pour ça. Ce qui est intéressant sur le sujet de la souveraineté et de l'autonomie stratégique, c'est que quand on n'a pas d'argent, la seule manière de faire, c'est de diluer les positions des autres, en gros. Et donc là, quelles sont les annonces qui ont été faites ?
On a des data centers qui sont financés par MGX, donc par Mubadala, fonds émiriens, en partenariat avec BPI France et Mistral. On a d'autres investissements qui sont faits par les big tech américaines. On a les investissements de Brookfield qui sont faits par le Canada. On a Telehouse qui, me semble, est japonais. Oui, c'est ça. Japonais. Donc, en fait, d'un point de vue géopolitique, ça permet d'être plus résilient. Et donc, je pense que si on avait mis en gros que des data centers big tech, là on serait exposé, ou que des pays du Golfe. Mais donc voilà, je pense elle est réelle, l'autonomie stratégique qui vient de il y a ce phénomène-là, et il y a le fait que il peut être loué, ces investissements. Probablement, MGX louera à d'autres acteurs ces supercalculateurs et ces infrastructures de calcul, mais du coup, c'est de la location. Donc, on est capable d'arrêter ces locations si jamais les conditions géopolitiques ou économiques ne permettent plus de les octroyer. Donc, ça contribue assurément à notre autonomie stratégique dans le domaine. Oui, puis on sait qu'on ne l'aura pas dans d'autres domaines comme les composants. Enfin voilà, on sait que là, la messe est dite de ce côté-là. William, un mot justement sur cet usage des data centers. Enfin, quand on est une entreprise qui utilise cette IA, avoir des data centers, alors par rapport à ses clients, par rapport à ses développements, avoir des data centers plus proches. Si on veut garder les centres de ressources, de développement en France, c'est important quand même. Alors, j'ai ajouté dans le channel de côté les différentes règles justement qu'ont les data centers et les amendes et les normes qu'elles doivent respecter. Donc, si vous voulez aller voir, j'ai rappelé du coup toutes les lois qui sont passées. Et à côté de ça, pour répondre à l'usage data center, encore une fois, je suis sur une technologie d'intelligence artificielle qui demande énormément de bandes passantes pour remonter la donnée visuelle sur les data centers. Donc, aujourd'hui, la vision par ordinateur n'est pas prête à fonctionner sur des gros data centers centralisés. La vision par ordinateur est prête à fonctionner sur des petits serveurs en inférence proches du cas d'usage et de la finalité. Et je pense que la migration va se faire dans les années qui arrivent et qu'on va avoir appel à des très gros data centers, mais aujourd'hui, on l'utilise pas beaucoup en vision par ordinateur. Par contre, sur les phases de training, oui, ce que je disais tout à l'heure, et sur les phases de training, on rentre dans certains critères et on essaye justement de pas les dépasser. Après, à savoir comment ça va évoluer, aujourd'hui, mettons, je reprends un cas d'usage très particulier sur une grosse enseigne dont j'ai pas le droit de dire le nom, il est encore 11 fois plus cher que de tourner sur un data center centralisé versus des serveurs déployés. Un autre, qui est un gros fabricant automobile français, pour contrôler les chaînes de production de nos chères voitures, ça coûte pour une ligne de production en cloud, que ce soit chez des acteurs français, Scaleway, etc., comme on disait tout à l'heure, ou même d'autres, ça coûte 60 000 € de cloud par mois à faire tourner, donc sur une trentaine de caméras, sur une chaîne de production d'une voiture que vous connaissez tous. À contrario, quand on achète le matériel, ça coûte un matériel à 1 500 €. Et en plus de ça, vous savez, comptablement reconnaître des dépenses, il y a donc de l'investissement qu'on peut amortir et immobiliser sur plusieurs années. C'est le cas aujourd'hui des serveurs physiques qu'on déploie justement au plus près du cas d'usage, donc comme on fait pour la marque française de fabrication de voitures, qui est finalement beaucoup plus agréable dans ses comptes parce qu'elle amortit son matériel sur 3, 5, 7 ans, alors que faire du cloud pour elle aujourd'hui avec notre applicatif est donc du coup 11 fois plus cher, mais aussi à reconnaître dans les charges mensuelles. Et donc du coup, il n'y a pas de possibilité d'amortissement ou d'immobilisation. Donc en fait, aujourd'hui, dans nos cas d'usage, non, le data center n'est pas privilégié. Et oui, on reste encore sur des appliances, donc c'est des petits serveurs qui sont envoyés à chaque fois proches du cas d'usage et qui se déploient. Autre sujet aussi que l'on découvre que l'on connaît, mais en tout cas qui est mentionné par l'avis du CESE dans la préconisation, c'est, et Fabienne vous l'avez rapidement dit en introduction, c'est savoir gérer ses données aussi. Parce que ça aussi, il y a les algorithmes d'IA d'un côté, je crois que c'est les préconisations 4 et 5,
voilà, sur... c'est bien d'avoir des algorithmes qui tournent, mais l'IA, ça tourne quand même sur des datas, et si ces datas, elles sont un peu partout, là aussi, c'est une source de surconsommation. Ça peut être une source de surconsommation. On est vraiment là dans la réflexion sur comment on va intégrer un système d'IA dans son process, dans sa chaîne de process, dans sa chaîne de valeur. Et il y a vraiment eu un emballement important autour de l'IA. Et ce qui a été vendu en fait aux entreprises, ça a été que l'IA allait leur permettre de faire des économies sur les emplois. C'est aussi le cas dans la fonction publique. D'ailleurs, il y a des témoignages assez poignants au sein du ministère des Finances sur la mauvaise intégration de l'IA dans le travail. En fait, les entrepreneurs ne sont pas des spécialistes de l'IA, donc en fait, ils vont prendre ce qu'on va leur dire ce qui est bien pour eux, quoi. Et on va se retrouver... Alors moi, je n'ai pas d'évaluation finalement sur l'effet de l'intégration de l'IA dans mon entreprise. Est-ce qu'au final, le bilan est positif ou pas? D'abord, pour faire un bilan, il faut déjà faire un état des lieux au départ. Ensuite, on expérimente, on met en place et puis on regarde à la sortie. On fait un bilan qualitatif, quantitatif. En tout cas, ce qui nous est remonté, c'est ce risque que je ne peux pas quantifier aujourd'hui par manque de données ou d'études, en tout cas pas à ma connaissance, sur le fait que si on se contente aujourd'hui d'acheter une IA sur étagère, on est à peu près sûr de se retrouver confronté à des problèmes d'interopérabilité de données, c'est-à-dire en fait l'IA va fabriquer des données non compatibles avec les systèmes existants dans l'entreprise ou des outils qui ne dialoguent pas entre eux, qui va obliger à faire des tâches supplémentaires et donc c'est de la perte d'argent pour les entreprises. Au bout du compte, l'efficacité n'est pas forcément au rendez-vous. Donc, dans la manière d'intégrer l'IA dans une entreprise, il faut vraiment que ça soit une réflexion sur l'ensemble de l'outil. Et très clairement, il y a un enjeu aussi à y associer les salariés parce que l'impact de l'intégration de l'IA sur le travail est très important. Il y a des enjeux de formation, de reconversion, d'adaptation de l'organisation du travail. Il y a plein de choses en fait, sans compter les enjeux sur la protection des données personnelles. Enfin voilà. Donc, il y a beaucoup à faire en fait pour progresser dans ce domaine. Ouais. Oui, Guillaume. Et puis je veux poser une question sur les collectivités aussi. Je pense que ce que dit Fabienne est d'ailleurs de plus en plus vrai en fonction de... c'est un peu des poupées russes, l'intégration des systèmes d'IA dans les entreprises. On a l'intégration de systèmes d'IA au niveau des agents pour leur activité bureautique, notamment les LLM dont on parlait tout à l'heure. Ensuite, il y a les systèmes d'IA pour les fonctions support, les services RH, la comptabilité, etc. Et les systèmes d'IA pour les fonctions cœur de l'entreprise, pour la conception de nouveaux produits, pour la production de nouveaux objets, etc. Et plus on évolue dans ces poupées russes vers les fonctions cœur, plus on a effectivement, il faut penser la chaîne de production. Je ne parle même pas de ligne de production, ça dépasse largement la ligne de production. C'est vraiment toute la chaîne de connaissances et de transmission d'informations amont et aval qui doivent être pensées dans leur ensemble. Alors, et d'ailleurs, il y a des études, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais en fait, ce qu'on observe aussi, c'est que du coup, avant l'essor de l'IA générative, on était plutôt sur les IA classiques, sur des IA qui venaient transformer ces lignes de production, qui venaient transformer substantiellement les infrastructures des entreprises. Et la croissance qui était observée dans ce monde avant l'essor de l'IA générative, c'était une croissance extensive. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas d'observation de gains de productivité à l'échelle individuelle. Par contre, on observait qu'il y avait plus d'innovation et qu'on construisait des nouvelles lignes de production grâce aux entreprises. Par contre, ça crée de l'emploi. Et avec l'essor de l'IA générative, c'est de la productivité qui a gagné à l'échelle individuelle. Donc c'est de la croissance intensive qui est observée. On a du coup au niveau macroéconomique des gains de productivité qui sont évidents. Alors il y a l'effet paradoxe de Solow qui fait qu'on va peut-être observer ça d'ici 5 ans au niveau macroscopique, mais c'est déjà observé au niveau individuel. Et donc il y a vraiment cette imbrication de poupées russes, elle est visible en particulier dans cette transition entre l'IA classique et l'IA générative. Quand on y est sur une IA qui transforme nos processus, ça doit être
penser dans son ensemble. Quand on est au niveau de l'individu, eh ben, il faut des chartes d'utilisation, il faut accompagner le collaborateur pour qu'il s'y retrouve dans son interaction avec l'intelligence artificielle, aussi qui protège les données de l'entreprise. Donc en fait, c'est sur l'ensemble de ces sujets qu'il faut avancer. On a des collectivités qui nous écoutent. Il y a des actions d'animation, d'accompagnement des collabs auprès des collectivités sur l'IA, mais surtout l'IA responsable, parce que c'est le thème de notre débat aujourd'hui. Oui, tout à fait. La dynamique a été lancée notamment avec l'appel à projet démonstrateur d'IA frugale dans les territoires. Mais depuis 2021 au moins, les collabs, donc le laboratoire d'innovation du ministère de la Transition écologique, anime une communauté des acteurs de l'IA dans les territoires. L'objectif, c'est de partager l'expérience, faire du retour de bonnes pratiques, parce qu'en fait, sur ces sujets IA, on en est tous au début, on se pose tous beaucoup de questions, et il y en a qui expérimentent, il y en a qui commencent sur ces sujets-là, et qui soit ont des échecs, soit ont des difficultés, et ces difficultés-là, elles sont assez importantes à partager. Donc on organise un certain nombre d'événements. Il y aura lieu le 24 juin à Tours une réunion justement sur l'IA au service des territoires pour aller ensemble questionner quels sont les bons usages, comment on met en place, quelles sont les conditions de mise en place d'une IA au service des territoires. Et la demande est là, l'engouement est là, puisque d'après l'Observatoire Data Publica, on a plus de 200 collectivités, donc à la fois des communes, des communautés de communes, des départements, des régions, et que ce soit des grandes collectivités ou des petites collectivités qui expérimentent avec l'IA, qui déploient avec l'IA, et d'un certain nombre de manières différentes. Et donc c'est important aujourd'hui, je pense sur l'IA, de créer des communautés. On parle de communautés au niveau territorial. On a aussi, grâce à la Coalition pour l'IA durable, voulu créer une communauté au niveau international d'organisations qui ont envie de travailler sur les liens entre IA et transition écologique. Et pour moi, si on veut aller avancer rapidement sur un sujet qui déjà évolue très rapidement technologiquement, il faut qu'on travaille ensemble. Oui, par rapport à l'enjeu pour les entreprises, c'est qu'on est beaucoup focalisé sur les questions techniques, en fait. Oui. Mais en réalité, il y a aussi la question de la propriété de la donnée qui rentre en jeu. Et quand vous utilisez un système d'IA, en fait, vous pouvez être dépossédé de vos données, en fait. Et moi, je le vois au travers, par exemple, des questions de protection sociale dans l'entreprise. On choisit un nouvel opérateur d'assurance ou de mutuelle, et puis en fait, il se retrouve propriétaire des données de santé, et si vous changez d'opérateur, vous n'avez plus accès aux données. Voilà. Et dans l'interopérabilité, il y a aussi le fait qu'il faut pouvoir décloisonner, et donc il y a des enjeux de réglementation. Et ça, on ne l'aborde peut-être pas suffisamment. William, sur ces sujets d'accompagnement des entreprises, sur l'IA responsable ou des collectivités? Ouais, on parlait de réglementation juste avant. Aujourd'hui, les IA que j'essaye de déployer dans les villes à des fins de use case ou même dans les entreprises, il n'y a pas de loi. La dernière fois qu'il y a eu une loi sur ma technologie, c'était une loi pour les JO, vous savez, qui a encadré 8 cas d'usage, de détection de personnes, de chute, etc. Depuis, cette loi d'expérimentation est tombée. Et donc, le seul régulateur aujourd'hui des finalités sur mes technologies, c'est la CNIL. Et aujourd'hui, à chaque fois que je propose au secteur public, donc nos villes, etc., ou même à d'autres entreprises privées mais qui accueillent du public, on est assujetti justement à la CNIL. On marche sur des œufs. Et on n'a pas la possibilité de déployer massivement parce que les services juridiques de Fnac, de SNCF et toutes nos entreprises françaises ont peur d'une régulation qui irait pas dans le sens de la CNIL ou qui irait plus loin. Mais comme il y a un espèce de momentum où il n'y a pas de loi et il n'y a pas de texte qui nous guide sur notre technologie, en fait, le marché est freiné, les investissements sont freinés et donc du coup, l'apport de cette rentabilité au général, qu'elle soit économique ou même écologique, est aussi freinée. Donc c'est vrai que en ce moment, moi je demande qu'on légifère vite et ton regard sur l'IA Act justement par rapport à ce que tu dis. Mon regard sur l'IA Act, c'est une superbe référence et en fait il faudrait limite faire une extension et poser ces règles-là aussi en France. Aujourd'hui, qu'il y ait des IA qui soient plus ou moins dangereuses dès que ça se rapproche de l'identification des personnes et je trouve ça normal. On crée pas ces IA pour traquer les personnes. On crée pas ces IA pour faire des cas d'usage qui sont hors de nos mœurs. Par contre, on demande que le sentier soit balisé et que ça avance un peu plus vite aujourd'hui.
Après, c'est aussi, je jette aucune pierre parce que j'adore mon pays et tout le travail des équipes que vous faites au général. Et je jette pas la pierre parce qu'encore une fois, c'est hyper compliqué de tout comprendre. On revient sur ce sujet-là, c'est que c'est dur, ça va vite. Et donc, du coup, j'essaye, en étant présent aujourd'hui, d'amener un peu de savoir, si on peut le faire, d'amener cette espèce d'équilibre aussi, à dire que on avance, mais c'est compliqué. On doit payer notre TVA le 19, notre URSSAF le 15, les salaires en fin de mois. Moi, j'ai une boîte qui dépense 500 000 euros aujourd'hui par mois parce que j'ai une cinquantaine de docteurs et d'ingénieurs. Merci le crédit impôt recherche et merci la France parce que sans ça, on pourrait pas avancer et on pourrait pas faire autant d'innovation. Mais s'il vous plaît, on n'est pas un terrain d'expérimentation leader et il faudrait vraiment devenir un terrain d'expérimentation leader avec équilibre, mesure et visibilité sur ce qui se déploie en effet. Donc du coup, je suis content d'être là. J'encourage le travail des 3 personnes qui sont autour de cette table et je suis plus souvent en contact avec Guillaume. Donc bravo pour ton boulot et t'as la tête sous l'eau. Donc bravo. Mais je pense qu'on dit tous la même chose. On veut tous aller dans le même sens. On veut pas se faire bouffer par toutes ces technologies qui vont trop vite et il faut aussi les regarder pour mieux réguler. Mais il faut aussi mettre le doigt dedans pour voir quelle est la température et mathématiquement, on est vachement plus avancé que beaucoup d'autres pays. Donc profitons de notre avantage de base pour pouvoir en faire une vraie souveraineté économique et technologique. Ça aurait presque pu être le mot de la fin, mais il nous reste encore tout juste 3-4 minutes, donc on va faire un dernier tour de table. Autour de ces sujets, Fabienne ? Dans la suite de l'intervention de William, on peut voir la réglementation comme une entrave en fait, à l'innovation, mais en fait elle peut stimuler aussi l'innovation, mais elle a aussi surtout un rôle de protection, il ne faut pas l'oublier. Donc l'IA Act se déploie déjà en France, il est appliqué graduellement dans le temps, on laisse aussi le temps aux entreprises de s'adapter. Donc ça procède par risque. Vous êtes sur une activité, si vous êtes sur identification des personnes, là on est sur des IA à risque, donc c'est effectivement, il y a des règles. Il faut pas oublier qu'il faut se projeter dans le temps. On est dans un contexte politique compliqué. Aujourd'hui, on est dans une démocratie, république, les droits sont garantis. Ce sera peut-être pas forcément autant le cas demain. Donc l'usage qu'on peut faire de l'IA, vaut mieux bien l'encadrer, bien la réglementer pour continuer à être protégé. Donc je dirais, moi, pour finir, c'est qu'il faut vraiment penser l'utilité de cette technologie et la mettre au service de l'intérêt général, parce que en essayant d'éviter d'avoir des réflexions tout le temps en silo, mais aussi en se replaçant bien dans le contexte dans lequel l'IA se déploie aujourd'hui dans notre société. Et puis, je pense qu'il faut qu'on progresse sur la mise en place démocratique de l'IA, que ce soit dans les entreprises ou dans la société. Juliette ? Je voudrais terminer par une note positive, je pense, pour dire qu'il y a encore du chemin, mais je trouve ça extrêmement positif qu'aujourd'hui on ait des endroits comme celui-ci où on peut parler pendant 2 heures de IA et environnement. Avec des entreprises, avec le CESE, avec le ministère de l'économie, le ministère de l'environnement. On voit aussi de plus en plus dans les médias grand public ou sur les réseaux sociaux des gens qui se posent des questions sur les liens entre IA et environnement, comment on peut mettre l'IA au service de l'environnement. C'est une question qui monte de plus en plus. Il y a la souveraineté et il y a l'impact. C'est une question qui monte et quand j'ai pris mon poste il y a 2 ans, on n'en est peut-être pas encore là et on voit vraiment quelque chose qui commence à émerger, des réflexions qui émergent et beaucoup de gens qui veulent travailler ensemble sur ces thématiques-là. Donc une note positive pour terminer. Guillaume, ce sera le mot de la fin. Oui, donc je pense dire qu'on est vraiment dans la période idéale, puisque comme on termine la phase 2 et qu'on lance la phase 3, c'est le moment où on peut intégrer toutes les bonnes idées, à la fois sur l'accompagnement de l'innovation, à la fois sur la mise en place justement de ce cadre responsable pour le déploiement de la technologie. Donc on est entièrement à votre disposition avec Juliette et j'imagine avec Fabienne également. Et on échange régulièrement avec William justement pour essayer de bien définir ces politiques publiques de l'IA. N'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On est à votre disposition pour essayer d'avancer au mieux collectivement et faire gagner notre écosystème et la planète, du coup, puisque c'est le thème. Voilà, et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine journée économique sur encore des thèmes de l'IA, parce que c'est vrai que c'est un thème quand même qui occupe tout le monde aujourd'hui. Et puis vous pouvez en apprendre davantage. Donc je vous rappelle l'avis du CESE, donc en allant sur le CESE et en tapant impact, intelligence artificielle, risques et opportunités
responsabilité pour l'environnement, on tombe sur l'avis complet ou une synthèse dans la préconisation, tout ça. Donc c'est intéressant. Merci Fabienne Tato d'avoir été avec nous. Juliette Fropier, il y aura une présentation Ecolab à Vivatech. Voilà. Je donne rendez-vous le 12 juin à 9h30 sur le Pitch Studio Stage pour aller parler innovation et IA au service de la transition écologique. Et Guillaume, pareil, Vivatech, il faudra suivre tous ces politiques qui viendront aussi là et puis faire ce lien avec les entreprises. Et puis remercier à nouveau William Eldin qui était à distance et d'avoir pris le temps d'être avec nous, donc cofondateur, co-dirigeant de 22. Voilà, il y a peut-être des idées, voilà, des cas d'usage que vous avez entendus. Si vous êtes dans une collectivité, une entreprise, ben voilà, William pourra y répondre. Présent à Vivatech, William ? Oui, présent avec 6 stands cette année, des stages aussi, et on va essayer de faire diffuser au max le savoir. Donc oui. Bon, voilà. Eh bien, rendez-vous, voilà. C'est notre grand rendez-vous là à venir. Donc, 11 au 14 juin, ce sera Porte de Versailles à Paris. Si vous avez l'occasion d'être à Paris, venez. Voilà, il y a plein de techno. On parlera évidemment beaucoup d'IA. Et il me reste encore à vous remercier d'avoir participé à ce débat. Merci à nos organisateurs aussi ici. Hop, il faut que je me retrouve dans mes fiches. Enfin, ils se reconnaîtront. Voilà, l'Institut de la gestion publique et du développement économique. Voilà, je ne voulais pas oublier un des mots dans le déroulé, en partenariat avec le ministère chargé de la transition écologique. Merci de nous avoir suivis. Merci encore pour toutes vos nombreuses questions qui ont alimenté le débat. Et puis à très bientôt pour un nouveau débat sur ce thème-là. Mais vous voyez, il est pris en compte par les entreprises, l'administration et bien sûr l'État. À très bientôt.